Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 14 mars 2025. Une autre belle édition cette semaine avec plein d'invités intéressants. On va parler d'éthique et d'intelligence artificielle avec une sommité mondiale sur le sujet. On va parler de Pornhub avec un journaliste qui vient de faire une enquête sur le sujet avec ses collègues. On va parler d'une nouvelle IA pour le cinéma qui vient de voir le jour à Toronto. Et puis on va parler à l'auteur d'un nouveau livre, Vos clics leur cachent. Sinon, il y a mes collègues qui sont là. Il y a Thierry Weber qui est là pour nous parler d'une rencontre à Genève avec des gens qui s'intéressent au financement philanthropique des médias. Il y a Stéphane Ricoul qui va nous proposer une réflexion sur l'information carburant de nos idées, et puis Jean-François Poulain qui va nous parler de la ville analogique avec son invité. Alors voilà le programme de Mon Carnet cette semaine. Maintenant, permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Daniel Lamanière, Estelle Thibault, Denise Drouin, Frédéric Boutin et Jean-Pierre Godbout. Merci à vous 5 pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles. Très heureux d'être présent avec vous, très heureux de vous accueillir dans Mon Carnet. Puis à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Allez, en route vers Paris pour rejoindre mon collègue Jérôme Colombin et on va parler d'actualité numérique. Le débrief transatlantique, ce pont entre la France et le Canada, entre Monde Numérique et Mon Carnet. Salut Bruno Guglielminetti. Salut Jérôme Colombin à Paris. Je suis ravi de te retrouver comme chaque semaine pour cette séquence qui est diffusée, rappelons-le, dans nos 2 podcasts respectifs. Bruno, cette semaine, il faut qu'on parle de cette annonce de Google qui ne ménage pas ses efforts pour essayer de rendre son intelligence artificielle attractive, en l'occurrence Gemini. Mais alors là, ils vont faire un truc qui, quand même, risque de faire un peu grincer des dents. J'aime tellement ta présentation. Oui, et la nouvelle est tombée jeudi et j'avoue que Google m'a envoyé ça en disant « Oh, on a des bonnes nouvelles ». Et le premier truc que je regarde, c'est la personnalisation de l'utilisation de Gemini. Alors évidemment, l'intention est noble, c'est-à-dire de permettre aux gens, comme d'autres IA sur le marché, des IA génératives, permettent de personnaliser en prenant le temps d'aller dans les paramètres et d'indiquer des choses. Sauf que Google, voulant simplifier l'opération, s'est dit, demandons pas aux gens d'aller chercher, d'aller pondre de l'information sur eux. Allons plutôt utiliser toutes ces données qu'ils génèrent en utilisant nos propriétés. Donc, quelqu'un qui veut, puis là, je rassure les gens, là, c'est un opt-in. Il faut quand même faire le geste. Par défaut, ça fonctionnera pas. Mais si vous allez dans les paramètres, vous pouvez autoriser Gemini à utiliser toutes les traces que vous pouvez laisser en utilisant des applications et des services de Google pour personnaliser votre expérience d'utilisation de Gemini. Wow. Ça veut dire tout votre historique de navigation sur Internet si vous utilisez Chrome. Ça veut dire toutes les vidéos que vous regardez ou les recherches que vous faites sur YouTube, les recherches aussi que vous pouvez faire sur d'autres outils, je pense à Google Maps notamment. Bref, l'idée c'est que... Gmail également? Gmail, on n'est pas encore là, mais c'est une question de temps. Hein. Et donc, l'idée c'est de savoir le maximum d'informations sur ce qui vous intéresse pour par la suite arriver à avoir une idée de qui vous êtes. Bon, Google là, mais là, c'est de connecter les deux avec ce que Google sait sur vous, enfin les traces que vous laissez lorsque vous utilisez les outils de Google et Gemini, et donc de marier ça en deux. Mais évidemment, c'est toute la question de la vie privée qui est soulevée par la chose. Le geste est un peu noble de faciliter la vie des gens, mais là, on commence à donner beaucoup d'informations sur nous-mêmes à une IA, sachant pas ce que l'IA peut en faire par la suite. Ouais, je sens que ça te choque, ça. Hein. Ça te défrise un peu. Hein. Non, moi, j'ai les cheveux courts de ce temps-ci, donc ça va. C'est sûr que ça pose des questions. Ben, bien sûr. Et je pense que la bonne décision de Google, c'est quand même de ne pas l'avoir faite par défaut. Donc, il faut vraiment commettre le geste de dire je prends le pari et je mixe mes données personnelles avec Gemini. Ça, il y a déjà... Déjà, je pense qu'en Europe, ils n'auraient pas le droit de faire ça. Hein. Non, exactement, oui. Avec le RGPD. Mais pour le reste de la planète, ça pourrait se faire sans trop de problèmes. Et puis, mais donc, il y a une première étape à faire, mais par la suite, moi, j'avoue très honnêtement que je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais le faire probablement, mais pas tout de suite parce que je veux voir
mauvaises histoires qui vont sortir dans les prochaines semaines quant à l'utilisation croisée de ces outils-là. Mais à moyen terme et à long terme, c'est sûr que si on veut vraiment tirer le maximum d'un outil comme Gemini qui est intégré à tout le reste de la suite, il faut passer par là. Ben voilà, c'est in fine, il y aura quand même des bénéfices, mais la question c'est toujours la même, c'est à quel prix et quelle garantie ils vont fournir pour que les données ne servent qu'à nos intérêts immédiats. Mais ce qui me fait penser à vendredi, tu as pondu un édito qui touchait écoute, on reste dans le même domaine, hein? On parle d'intelligence artificielle, mais j'ai bien aimé ce que tu disais par rapport à Apple Intelligence et l'histoire de Siri qui peine à évoluer. Oui, parce que Siri 2.0, comme on peut l'appeler, qui devait sortir là, finalement, à peu près en cette période, en tout cas aux États-Unis, eh bien, ne verra pas le jour. Et alors, c'est complètement fou parce qu'ils ont fait savoir qu'en fait, c'était carrément reporté à 2026. Ouais. Donc, c'est énorme comme délai. Et pourquoi ? Parce que alors ça c'est pas officiel en revanche, mais c'est l'interprétation d'un expert, un développeur qui est assez réputé et crédible. Il dit mais en fait c'est parce qu'il y a un problème de sécurité. Siri pourrait être jailbreaké trop facilement par ce qu'on appelle une injection de prompt, c'est-à-dire une instruction qui va lui demander de se sortir de... Tiens, au moment où je parle de Siri, il se déclenche, ça c'est le gros problème. Il veut injecter des propos. Parce que pour l'instant, il est encore assez bête. Et comme Siri doit être intégré de manière très profonde dans le système d'Apple, ça pourrait vraiment avoir des conséquences très très graves. Et moi, c'est intéressant parce qu'à la fois c'est sa force, mais ce serait sa faiblesse. Exactement, c'est sa force et sa faiblesse en même temps. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'on peut aussi se poser la question de savoir si Apple nous a pas un peu vendu du rêve un peu vite quand ils ont fait leur présentation en juin, en nous montrant Apple Intelligence et tout ce qu'allait faire Apple Intelligence, et on s'aperçoit aujourd'hui qu'en fait, il y avait rien qui marchait à l'époque, ou presque rien, et que ils ont un peu tiré des plans sur la comète, hein. Ouais. Même si c'est quand même pas la première fois qu'ils font ça, parce qu'ils ont toujours fait ça. Rappelle-toi, le premier iPhone, il marchait pas. Quand Steve Jobs mais quand même, Jérôme, tu te souviendras d'une discussion qu'on avait eue quand on a présenté, quand Apple a présenté l'iPhone 16. Moi, la première chose que j'ai dit, c'est que si vous voulez utiliser le nouvel appareil pour utiliser Apple Intelligence, attendez le 17. Ouais. Mais là, ce que ça veut dire, c'est que ça sera presque pas prêt avant le 18. Exactement. C'est énorme ce retard. Ils n'arrivent pas à rattraper ce retard. Et c'est catastrophique pour Apple. Bien sûr, parce que c'est Apple, parce que c'est l'intelligence artificielle qui est le truc du moment, parce qu'ils prennent du retard. Là, j'étais récemment au salon de Barcelone, le Mobile World Congress, où il y avait de l'IA partout. Et les constructeurs chinois, coréens, etc., expliquent tout ce que l'IA va pouvoir faire dans les smartphones. Et Apple et même dans les modèles. Mais tu vois, là, tu parles des modèles à venir, mais même dans les nouveaux modèles, le Pixel, le OnePlus, Huawei. Oui, il y a déjà plein de fonctions. Embarqué, là. Bien sûr. Depuis le Galaxy S24 de Samsung. Exactement. Ouais. C'est lui qui avait ouvert le bal. Apple est tellement en retard et j'avoue, je suis ambivalent parce que j'ai aimé la transparence de Apple en disant, écoutez, on va être honnête avec vous, là, ça sera pas prêt avant 2026. Ça, c'est comme la semaine passée quand la nouvelle est sortie. Mais là, c'est ça, c'est qu'on connaît. Puis ton billet de vendredi m'a fait penser à ça. C'est que là, on est en train de revoir toutes les ramifications, l'impact pour l'entreprise, mais aussi, puis moi, c'est un peu ça qui me déçoit, mais bon, on est déjà habitué, puis tu as fait référence à ça, c'est le mensonge au niveau de la mise en marché. Écoute, c'était Apple Intelligence de bord en bord quand ils ont présenté l'iPhone 16. Puis il y a quoi? Oh, on peut faire des images de soi-même en tête de cochon. Wow! Bravo, l'IA! Que veux-tu? Bon, en tout cas, on va voir comment ils vont gérer c'est pas encore une crise, mais ça pourrait bien le devenir. Dis, Bruno, un dernier sujet que je trouve sympa, dont on pourrait parler, dire un mot. J'ai lu sur ton site, mon carnet, cette semaine, un papier où tu évoquais un petit peu cette mutation en ce moment, où il y a ça évolue plus vite sur le logiciel, sur l'IA, etc., que sur les produits. Est-ce qu'on n'est plus à l'époque des produits
des appareils révolutionnaires en matière de tech, en fait. Ouais, et je pense que symboliquement, c'est probablement l'histoire ratée de Humana avec son AI Pin qui a été vendu à HP, puis HP finalement a tiré à bombardement sur l'appareil en disant on le tue, on va pas le développer. Bon, la technologie est intéressante, mais on va pas le poursuivre. Alors c'est fini. D'ailleurs, il n'y a plus de mise à jour, il n'y a plus rien, puis le système ne répondra plus pour ceux qui l'ont déjà acheté. Mais ça, je trouve que ça symbolise ou c'est l'image parfaite dans cette grande révolution de l'intelligence artificielle, quand on regarde les différentes technologies, ben, c'en est une qui est sans appareil. Quand les ordinateurs sont arrivés, ou très en tout cas, elle est multi-appareil. Oui, mais ça va dans les appareils déjà existants. Mais quand l'Internet est arrivé, il y a des choses qui sont arrivées. Quand le jeu vidéo est arrivé, les ordinateurs ont changé. Il y avait des cartes qui allaient avec ça. Il y avait les consoles de jeux qui sont arrivées, grandes et petites, de salon et portables. Mais là, c'est la révolution de l'intelligence artificielle et il y a rien. Il n'y a pas de produit à part celui de AI Pin là, qui est sorti, puis il y en avait un autre aussi, probablement Rabbit qui est sorti, mais c'est rien. Et là, il y a toute une colonie d'une profession de designer qui quand même régnait sur Seattle, pour parler de chez Microsoft et chez Amazon, qui maintenant se retrouve le bec dans l'eau en disant, nous, on n'a plus rien. Puis d'ailleurs, quand tu regardes les mises à pied, ils font partie des gens qui ont été remerciés par ces deux géants-là et d'autres aussi en périphérie. Et là, c'est symptomatique d'une nouvelle ère dans le numérique. Mais tu sais, on pourrait presque faire un peu le parallèle avec ce qui se passe dans l'industrie automobile, où la mutation vers l'électrique fait que il y a des bataillons d'ingénieurs dans les firmes, notamment ici en Europe, en France et en Allemagne, qui fabriquent des carburateurs et des moteurs à explosion depuis des décennies. Et aujourd'hui, on leur demande de fabriquer des moteurs électriques et c'est pas leur boulot, c'est pas leur expertise, c'est pas leur boulot. Et c'est d'ailleurs pour ça l'une des raisons pour lesquelles les constructeurs freinent des cas de fer par rapport à la voiture électrique. C'est notamment pour des raisons sociales, parce que ça représenterait un choc social pour tous les gens et toutes les familles qu'il y a derrière, etc. Enfin bref. Jérôme Colombin, dans Mon Numérique, de quoi tu parles cette semaine? Cette semaine, j'ai 3 super interviews à proposer à mes auditeurs. Écoute, d'abord, Julien Villeray, le directeur de l'innovation d'EDF, que je retrouve mensuellement, qui revient de South by Southwest, le grand festival du futur, enfin des technologies hyper disruptives du futur qui se tient à Houston, au Texas, et qui nous raconte tout. Il y a des trucs complètement fous, notamment une start-up américaine qui est en train d'essayer de refaire revivre des mammouths. On parle également des innovations dans l'agriculture. Il y avait il y a quelque temps le salon de l'agriculture à Paris et avec un autre directeur de l'innovation, celui de Capgemini, on fait le point sur tout ce qui change en matière d'agriculture. Et surtout, j'ai une guest star, j'ai un invité de choix. Il s'agit du cofondateur d'une start-up, une pépite française, qui est française mais qui est essentiellement aux États-Unis, qui s'appelle Hugging Face. Face, c'est cette start-up qui met à disposition pour toutes les entreprises ou les particuliers qui en ont besoin des modèles d'intelligence artificielle, principalement en open source, enfin essentiellement en open source. Et Clément Delangle, le cofondateur, m'a accordé une longue interview depuis sa Floride où il réside, et on passe en revue toute sa vision de l'intelligence artificielle et notamment l'importance de l'open source pour l'IA. Ça fait écho un peu aussi encore au sommet de l'IA dont on a parlé récemment, et puis à tout ce qui se passe dans ce domaine-là. Voilà. Ouais, ça, c'est une belle initiative, d'ailleurs, qui avait commencé à Station F, et puis qui maintenant a son bureau chef, entre guillemets, à New York. Mais c'est une fierté. Ils sont tellement devenus rapides. Eux, ils ont vraiment senti l'air du vent, là, parce qu'ils sont devenus rapidement le hub, l'endroit pour aller lorsqu'on cherche des nouveaux outils dans l'IA. C'est fascinant. Ouais, Hugging Face, qui est souvent cité d'ailleurs ici en France, y compris par les responsables politiques. Emmanuel Macron en a parlé plusieurs fois, etc., etc. Écoute, ça va être intéressant d'entendre ça. Jérôme, je te souhaite une bonne suite d'émissions et puis je te dis à la semaine prochaine. Merci Bruno, très bonne émission à toi aussi et à la semaine prochaine. Si vous désirez suivre l'actualité numérique au quotidien, vous devez vous abonner gratuitement au podcast 120 secondes de tech, animé par Bruno Guglielminetti. Dans chaque édition, un résumé de l'actualité numérique du jour en moins de 120 secondes. Pour découvrir 120 secondes de tech, visitez moncarnet.com ou visitez Apple Podcast, Spotify ou YouTube et cherchez 120 secondes de tech.
De retour à mon carnet. Ma première invitée, ça fait longtemps que je voulais vous la présenter. Si on connaît bien Yoshua Bengio comme l'un des parrains de l'IA, il faudrait probablement reconnaître mon invitée comme la marraine de l'éthique en IA au niveau international. Catherine Régis, elle est professeure de droit à l'Université de Montréal, associée au MILA, mais aussi co-directrice du programme de recherche du nouvel Institut canadien sur la sécurité de l'IA. Lorsqu'elle n'est pas aux quatre coins de la planète à conseiller des gouvernements étrangers, elle est à Montréal où elle supervise des travaux de recherche ou rédige des rapports pour aider les grandes organisations mondiales à encadrer l'IA et leurs travaux concernant l'IA. J'arrête ici ma présentation. Allons la rejoindre immédiatement. Bonjour, Catherine Régis. Bonjour Bruno. On va jouer un peu dans votre actualité. En décembre dernier, vous étiez nommée officiellement co-directrice du programme de recherche de la nouvelle Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle. Rapidement, l'Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est son rôle? C'est ce qu'on appelle le CACI affectueusement, mais donc c'est l'Institut canadien sur la sécurité. Puis là, il y a différents volets. Puis c'est important quand même de clarifier parce que moi, je ne gère pas l'ensemble. Oui, c'est ça. Non, c'est ça, l'Institut sur la sécurité du Canada, mais les programmes de recherche. Alors, juste pour donner un peu de contexte, l'Institut canadien sur la sécurité de l'IA, en fait, ça s'inscrit dans si vous vous rappelez, le Bletchley Park Summit, donc la première rencontre mondiale des différents pays là, qui visait à trouver des stratégies pour l'avenir, très axée sur les enjeux de sécurité de l'IA à ce moment-là. Là. On parle de quelque chose il y a à peu près 2 ans. Et dans la foulée de ça, il y avait eu des annonces, notamment les premiers, en fait, qui avaient été le Royaume-Uni et les États-Unis qui ont décidé de créer ces instituts qui visent à étudier les enjeux de sécurité, proposer des moyens pour vraiment réduire les risques de différentes façons là, qui pourraient être reliés aux enjeux de l'IA. Donc ça, c'était le premier volet. Puis par la suite, différents pays ont suivi et le Canada, justement, l'annonce que vous mentionnez, le fait là plus récemment. Et ultimement, ces différents instituts qui existent à travers le monde, il y en a aussi au Japon, en France, etc., vont créer ensemble un réseau des instituts sur les enjeux de sécurité de l'IA. Et ils vont donc, chacun va travailler sur certains enjeux plus précis, mais ils vont aussi se coordonner à l'échelle internationale pour amplifier leur impact, puis avoir une stratégie un peu plus coordonnée de recherche à cet égard-là. Donc ça, c'est le grand portrait. Puis le Canada, comme chacun des instituts, un peu sa propre saveur, sa propre signature. Et vous savez, le Canada a toujours été un leader, puis c'est important aussi pour le pays dans tout ce qui est enjeux d'IA responsable, enjeux interdisciplinaires et autres, là, qui visent à vraiment avoir une vision un peu plus 360 de ce qui peuvent représenter des défis, mais aussi des opportunités de l'IA. Et dans le modèle canadien, ils ont décidé d'avoir un volet de recherche très fort. C'est vraiment de nos flambeaux, une de nos fiertés finalement, les grands efforts de recherche qui ont été menés au Canada sur l'IA, les développements, la recherche en IA, tant fondamentale qu'appliquée. Et ça va continuer sur ces enjeux de sécurité avec l'Institut canadien sur la sécurité et les programmes de recherche que je co-dirige avec Nicolas Paperno de l'Université de Toronto et qui est aussi avec eux. Moi, je suis affiliée à MILA, à l'Université de Montréal, qui, donc avec CIFAR, va mener un grand programme de recherche pour favoriser la recherche, comme je le disais, interdisciplinaire, tant appliquée que fondamentale sur les enjeux de l'IA, qui vise aussi à étudier les risques dans un spectre assez large, tant les enjeux plus à court terme que plus à long terme, et aussi qui vise à aider la relève, favoriser le déploiement de la relève dans ce secteur-là. On sait que c'est quand même une forte... on a des besoins, mais il y a une forte compétition aussi avec le secteur privé qui mettent la main sur ces chercheurs-là. Donc, on veut les aider le plus possible avec des fonds publics pour nous-mêmes avoir une force là, dans ce secteur. Mais on va revenir à vos travaux de recherche, mais là, vous avez mentionné quelque chose. Quand vous parlez de la genèse un peu de ce qui s'est fait après la rencontre en Angleterre, vous avez nommé, il y a 2 organisations. Les 2 premiers joueurs qui ont levé la main, c'était les États-Unis et c'était l'Angleterre. Mm-hmm. Dans les 2 cas, il y a eu un recul dans ce dossier-là.
Est-ce que Oui. vous sentez une pression à vous pencher sur l'éthique, sur la pratique de l'IA ou même son développement de l'IA de façon responsable? Je dirais que la pression a toujours été là. En tout cas, moi, je l'ai senti comme ça, mais j'ai toujours perçu, avec des gestes à l'appui, là, un engouement pour le Canada de suivre finalement ce mouvement-là. Donc, ça a toujours été là, mais je pense que vous mettez quand même le doigt sur un problème important, c'est que la géopolitique Mhm. change. Et d'une manière assez brutale, je dirais peut-être qu'on n'avait pas anticipé à ce point à quel point les États-Unis surtout là, prendraient une tangente vraiment un peu distincte. Les enjeux de sécurité peuvent être définis de différentes façons. Il y a évidemment de prévenir les risques, mais la tangente nouvelle que va prendre les États-Unis et là, le Royaume-Uni, c'est encore un petit peu plus flou, même si on a vu qu'il quand même On pouvait sentit qu'ils sont reculés quand même. Là. Ouais. oui, qui se reculait puis qui cherchait un peu voir jusqu'à quel point ils vont être des alliés des États-Unis dans leur nouveau mouvement. Mais les États-Unis, ce qu'ils ont annoncé un peu, c'est que ils vont moins investir le champ de tous les enjeux de sécurité dans le sens large, Mhm. éthique, etc. Ben, en fait, très peu, hein, disons-le. Mais qui vont beaucoup axer sur les enjeux de sécurité nationale. Donc, c'est quand même un pan des enjeux de sécurité, Mhm. mais qui est très ciblé puis vraiment plus axé sur les priorités des nationales des États-Unis. Alors, oui, la pression est plus forte que jamais, je dirais, de continuer nos efforts malgré les tendances géopolitiques finalement qui prennent des directions, franchement, qui peuvent être quand même effrayantes. Là. Moi, je le dirais comme ça, je pense pas être la seule. Mhm. On peut, je dirais qu'on peut s'appuyer sur des efforts où l'éthique a été très présente depuis une dizaine d'années. Après, on a embarqué dans le juridique, c'était un peu plus difficile. Puis après ça, les organisations internationales ont elles-mêmes commencé à travailler l'espace de coopération entre les États. Donc, une chance qu'on a bâti ça au cours des 10 dernières années pour faire face un peu plus à la pression là, qui vient de géopolitique changeante, parce que sinon, ça serait franchement encore plus inquiétant. Mais justement, est-ce que ça veut dire que, dû au changement géopolitique, est-ce que vos travaux ne sont pas encore plus importants? Parce qu'il y a du travail qui se fera probablement pas en Angleterre, qui aurait dû se faire là-bas. Même chose aux États-Unis. Là, vous vous retrouvez avec l'Europe à travailler dans ces dossiers-là, mais il y en a pas. Les deux gros joueurs sont quand même, se sont retirés de ce dossier-là. Oui, je dirais qu'on a une responsabilité encore plus grande, puis probablement qu'un terrain relativement moins contesté, puis c'est encore drôle là, avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est celui de la recherche, dans le sens que je pense qu'il faut développer massivement tous les efforts de recherche qu'on peut pour comprendre les enjeux de sécurité de l'IA, trouver des stratégies. Puis là, on a besoin de recherche là, Mhm. vraiment non seulement fondamentale, mais appliquée pour trouver des stratégies qui font du sens pour vraiment contrecarrer les effets négatifs puis bénéficier des opportunités. Donc, je dirais que oui, la recherche devient un volet extrêmement je dirais, non seulement stratégique, mais aussi efficace pour convaincre les décideurs par la suite, avec ces données-là, avec cette science-là qui est crédible, de faire les bons choix en politique publique. Donc, la recherche va nous aider à, je dirais, réduire idéalement l'écart qui peut se faire entre les deux, là. Et comment on arrive, j'en reviens à vos travaux de recherche que vous dirigez, comment on en arrive à cadrer ce sur quoi il va falloir travailler? Parce que c'était une réalité en décembre 2024, ça en est une autre en mars 2025. Et c'est une chose, bon, l'éthique, on s'entend, et la responsabilité de l'utilisation de l'IA, c'est assez clair. Sauf que les joueurs sont en train de se déplacer. Les joueurs d'hier ne pratiquent plus l'IA de la même façon. Mais on sent qu'il y a des plaques tectoniques qui sont en train de bouger. Puis vous, à travers tout ça, il faut que vous guidiez tout le monde à essayer de retrouver du sens là-dedans. Je répondrai peut-être avec en deux temps à votre question. Il y a les travaux de recherche de l'Institut canadien sur la sécurité, ces programmes de recherche que je co-dirige, puis il y a peut-être les miens, parce que j'aimerais distinguer ces deux volets-là. C'est sûr que là, on commence. C'est depuis janvier, là, à peu près, que le programme de recherche du Casey, je vais y aller comme ça va être moins long, existe. Et pour la première stratégie, on avait des enjeux aussi de dépenser certains fonds dans des délais assez restreints.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est appuyé sur le grand rapport international que vous avez probablement lu qui a regroupé une centaine de chercheurs à travers le monde, qui était piloté par Yoshua Bengio, qui ont identifié en fait un peu l'état des connaissances sur les risques que pose l'IA. Donc ça, c'est un travail colossal. Puis encore une fois, on voit quand la communauté de la recherche internationale se met ensemble, comment ça peut avoir un impact aussi pour influencer les décideurs ou l'orientation des politiques publiques ou même de la recherche. Donc ça, c'est un effort que je trouve important et sur lequel on a décidé de s'appuyer pour commencer nos travaux au programme de recherche du CACI. Donc, on a fait 2 appels à projets qui viennent récemment sortir, mais il va y en avoir d'autres. On disait, appuyez-vous beaucoup sur ce qui a été identifié comme les grandes pistes d'action et d'incertitude. Alors, ça, c'était notre stratégie de départ. Et pour la suite, ça, c'est encore à définir, mais on veut vraiment garder un lien, puis on essaie de réfléchir à des stratégies pour y arriver avec la communauté des chercheurs à Montréal, mais aussi le réseau que je vous disais plus largement des instituts sur la sécurité de l'IA pour identifier où on peut combler des vides que les autres ne comblent pas et voir justement ce qui est important dans cette mouvance, comme vous dites, les plaques tectoniques, ça bouge tellement, il faut garder un lien très proche avec la communauté des chercheurs, prendre le pouls, où ils en sont, qu'est-ce qu'ils estiment qui est important de développer, comment on se distingue au Canada, c'est quoi les voies d'avenir. Alors, ça, on veut créer un lien très proche avec la communauté d'une manière assez soutenue pour justement identifier les bonnes pistes d'action. Et il demeure que la signature, comme je vous le dis, est une priorité pour le gouvernement canadien. Puis ça sort très fortement lorsqu'on consulte les chercheurs au Canada. C'est favoriser l'interdisciplinarité, donc des projets qui ont vraiment une vision la plus large possible des enjeux de l'IA et qui valorisent l'IA responsable. Donc, ça, c'est pour le premier volet de votre question. Le deuxième, je vous dirais que, puis moi, je touche, dans le fond, je suis une juriste, j'ai fait aussi des politiques publiques. Je m'intéresse à différents sujets, beaucoup dans le secteur de la santé, il y a la gouvernance de l'IA à l'échelle mondiale, bon, plus généralement, la réglementation de l'IA. Mais je dirais qu'avec ce qui s'est passé, justement, plus récemment avec les États-Unis, comment on voit que les choses évoluent, je me suis dit, je pense que une de mes plus grandes contributions, c'est de peut-être réduire un peu mon champ d'action puis de viser à tout ce qui peut aider à soutenir les démocraties. Je pense que pour moi, c'est devenu une préoccupation extrêmement urgente. Et évidemment, je suis N1, là, je vais pas changer le monde, mais d'orienter, faire par plein de projets, des fois plus appliqués, des fois plus en recherche là, fondamentale d'une perspective juridique, tout ce qui peut aider à développer de l'IA ou limiter l'intervention de l'IA qui favorise vraiment, donc, encourager les projets de recherche en IA qui favorisent l'utilisation responsable de cette technologie pour soutenir les démocraties et non, à l'inverse, les fragiliser encore plus alors que elles sont à un moment où vraiment, c'est quasiment une menace existentielle, là, si je vais avec les grands termes. Alors, ça, c'est pour moi, ça va être une grande priorité de recherche. Et puis, tout ce qui est gouvernance mondiale de l'IA encore et diplomatie scientifique. Donc, d'utiliser ce volet international-là pour des fois créer des alliances entre les pays, puis exercer une certaine pression sur les pays qui rejettent finalement une espèce de pacte de solidarité, de collaboration internationale. Donc, utiliser ce niveau-là d'influence pour au moins essayer de contrecarrer certains effets plus centrés sur les intérêts nationaux, même s'ils sont importants, mais ils sont pas que. Pour moi, ça va devenir 2 enjeux là, les plus prioritaires dans mes travaux. C'est drôle parce que je vous écoute, puis j'ai l'impression, en même temps, que ce que vous êtes en train de faire au niveau de la recherche, ça va rejoindre un de vos autres chapeaux, qui est celui et puis je disais quand je vous présentais, de directrice de l'innovation sociale et politique internationale chez Ivado. Si je parle 1 minute à la directrice chez Ivado, quand vous regardez le développement de l'IA dans le monde, mais d'un angle social et politique international, la situation dans laquelle on est, je reviens aux plaques tectoniques qui sont en train de bouger, comment la directrice, la chercheure, la professeure de droit regarde ça? Est-ce que pour vous, c'est un défi, c'est un challenge ou c'est quelque chose d'angoissant qui vient vraiment bouleverser tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant?
Je dirais un peu tout ça. C'est, c'est vraiment un mélange, c'est différentes visions de ce qui s'en vient. C'est un défi. C'est Ouais. clairement un défi, puis je dirais, il est quand même pas nouveau. C'est jamais été si facile de faire l'IA responsable en pratique. Donc, on s'entendait des fois sur des grands principes et même là, mais après, quand venait le temps de lier, qu'est-ce que ça veut dire, tu sais, l'IA qui respecte les droits humains, puis les intégrer dans des projets Là, c'était concrets plus dans délicat. des villes. Donc là, les défis commençaient à être colossaux. Donc, pour moi, ça, c'est pas nouveau. Et j'ai toujours essayé par différents projets, puis je disais que j'ai eu des obstacles parfois, puis des fois j'ai trouvé des solutions avec mes équipes. Bon, de réduire l'écart justement entre ce à quoi on aspire, puis comment ça se développe en pratique. Et des fois, ça force aussi à adapter finalement tes principes pour y arriver. Donc, sans faire des grands compromis, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui développe l'IA? Il me dit, mais moi, je veux bien respecter les droits humains, mais je sais pas c'est quoi. Puis qu'est-ce que ça veut dire être non discriminatoire? Explique-moi ça. Puis l'algorithme peut le faire jusqu'à un certain point, mais la recherche n'est pas assez développée pour y enlever tous les biais encore. Donc, Mhm. c'était de trouver ces passerelles-là pour qu'on avance d'une manière ensemble, finalement, d'une manière la plus cohérente possible vers l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, ça, j'ai différents projets. Je travaille avec des villes, bon, les partis politiques, pour essayer de travailler en ce sens-là. Plus largement, c'est sûr que la, la, la pression internationale, comme je vous disais, a changé. Et je crois que pour le Canada, et ça aussi dans mes politiques internationales, c'est quelque chose que je vise, non seulement à l'échelle mondiale, comme je vous disais, Mhm. travailler avec les grandes organisations internationales, ça demeure une priorité. Mais j'essaie de plus en plus en ce moment, comme directrice à Ivado, de trouver des nouvelles alliances pour nous, le Québec, mais aussi éventuellement le Canada, qui vont nous permettre de trouver notre place à cette échelle-là. Donc, je pense aux pays scandinaves qui ont des valeurs quand même partagées beaucoup avec nous, qu'on ne peut explorer jusqu'à présent. On travaille avec justement le Royaume-Uni, la France. Ça demeure des partenaires importants, mais je trouve que c'est le temps de redéfinir ou d'explorer des nouvelles alliances et je le fais avec des projets de recherche. On a des appels à propositions, des chaires. Donc, c'est le temps d'aller dans ces zones-là puis de voir qu'est-ce qui convient le plus comme partenariat à rimer avec nos valeurs. Mais c'est clairement pas facile, mais il y a quand même toujours un appétit pour les collaborations internationales en général. Vous parlez de l'international et ça m'amène au deuxième sujet dont je voulais parler avec vous. Le 6 mars dernier, il y a un document qui est sorti de chez Mila et qui concernait, j'allais presque dire, c'est un guide que vous avez publié pour aider l'ONU à s'y retrouver, à organiser son groupe d'experts, parce que j'ai l'impression que ça doit être un méchant casse-tête, sachant que Mila a déjà ses entrées à l'ONU, parce que bon, Yoshua Benjo, entre autres, a été consulté pour avancer l'histoire. Vous ne devez pas être très loin de là non plus. Alors, je suis curieux de savoir, ce guide-là, est-ce que ça a été une commande de l'ONU ou vous avez dit, ça prend ça parce que sinon, ça va prendre une mauvaise tangente? Je dirais que c'était l'ONU qui a manifesté un intérêt à trouver des collaborateurs, dont Mila, Ouais. et puis Mila a levé la main. Donc, justement, pour les raisons que vous mentionnez, on a quand même travaillé depuis avec les organisations internationales, incluant l'ONU, hein, le grand chapeau, depuis plusieurs mois, et ça, c'était quelque chose qui nous intéressait particulièrement. Donc, ce qui s'est passé en gros, c'est que en fait, dans la foulée du pacte mondial, le pacte numérique mondial, il y a eu différents engagements, dont celui de créer un comité d'experts là qui fournirait des informations à tous les États sur où on en est, sur les enjeux de risque, mais aussi opportunités de l'IA. Donc, partager en fait l'expertise, parce qu'elle est souvent très concentrée au sein de certains pays, dans l'objectif d'aider à prendre des décisions par la suite pour ces pays-là, non seulement individuellement, mais à l'échelle le plus regroupée. Donc, c'est poursuivre un peu les travaux aussi que Yoshua a menés avec son groupe de 100 Mhm. experts dont je vous ai parlé un peu plus tôt, mais de le pérenniser, en fait, cet effort-là d'avoir un état des connaissances indépendant par des scientifiques interdisciplinaires sur l'état de où on en est avec les enjeux de l'IA. Alors, ça, c'est un mandat qui a été donné à l'ONU formellement par les États. Et ils ont désigné, dans le fond, deux ambassadeurs. Là, il y a des ambassadeurs qui représentent chaque pays à l'ONU.
pour travailler sur le projet et arriver avec une proposition à ces deux ambassadeurs-là, qui sont les ambassadeurs de l'Espagne et du Costa Rica, ont été heureux qu'on puisse les épauler, là, même si demeurent évidemment indépendants dans cette démarche-là. Et pour le faire, on a réuni différents experts avec des points de vue différents, des rôles différents aussi pour réfléchir sachant ce qu'on a déjà fait dans le milieu international, hein, c'est pas notre premier rodéo de gouvernance mondiale, l'IA, ce que les gens oublient, hein, on l'a fait en santé, en environnement, nucléaire. Donc, on se disait, sachant ce qu'on a déjà expérimenté, comment on peut inclure avec le rapport de Yoshua Bengio, comment on peut penser cette commande-là de l'organisation de l'ONU qui respecterait la réalité de l'IA, c'est-à-dire quand même une technologie qui avance à un rythme effréné, ce qui était peut-être moins le cas dans d'autres secteurs, et qui, c'est un des exemples, mais on essayait de réfléchir, sachant ce qu'on a déjà, quelles leçons on tire de ça, la réalité de l'IA, avec cette expertise-là, voici comment on pense que votre modèle pourrait être développé. La suite de l'histoire, ça va être, ils vont présenter probablement une partie, je pense qu'ils ont déjà fait, de ces recommandations-là. Ils vont les adapter à leur réalité comme ambassadeurs. Hein. Ils ont des tensions que nous, comme chercheurs indépendants, on a moins à gérer, même si on a essayé d'être sensible à ça. Ils vont les adapter, puis après ça, ils vont pouvoir continuer la démarche et proposer formellement un mécanisme. Je le disais, hein, c'est sorti le 6 mars. Avez-vous déjà eu des échos de l'ONU? Oui, je dirais oui. Il y a quand même une discussion là, formellement avec plus qu'un ambassadeur là-dessus, et ça a été très bien reçu. Donc, je pense que l'aide est bienvenue. Il ne faut pas oublier que les organisations internationales, comme plusieurs organisations, vous allez me dire, mais ils sont sous grande pression financière. Hein. C'est il y a l'expertise qui est pas évidente à trouver, mais ensuite ils ont besoin d'aide. Là. Puis moi, je voulais vraiment manifester ma présence. Je trouve que c'est essentiel. Ça peut vraiment avoir beaucoup d'impact. Puis ils en ont besoin. Donc oui, ça a été entendu. Oui, il y a plusieurs recommandations qui ont été proposées déjà tirées de ce rapport-là. Et ça va continuer comme conversation. Donc, je pense que c'est un bel exemple d'impact qu'on peut avoir quand on se montre volontaire pour aider les organisations internationales. Et voilà. Et une fois de plus, le MILA prend sa place dans l'histoire de l'IA dans notre société. Catherine, vous êtes professeure de droit à l'Université de Montréal, vous êtes associée au MILA et vous êtes co-directrice du programme de recherche du nouvel Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle. Je vous remercie infiniment d'avoir trouvé du temps dans votre horaire pour prendre du temps et répondre à mes questions. Et puis, je vous souhaite des mois et des mois de plaisir à travailler encore dans ce domaine-là. J'ai l'impression que tout est à faire et à peaufiner et les défis sont nombreux. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Au revoir. À bientôt. Vient de paraître aux éditions du journal un nouveau livre intitulé L'Empire du sexe. C'est une enquête sur l'industrie de la pornographie en ligne et plus particulièrement de Pornhub et de ses propriétaires. Un livre qui nous rappelle que Pornhub demeure encore aujourd'hui un des sites web les plus visités dans le monde et malgré cela, ça demeure toujours aussi mystérieux comme endroit, comme site même, et encore plus par rapport à son administration et ses propriétaires. Pour parler du site de ses propriétaires, on va rejoindre l'un des auteurs et journalistes du Journal de Montréal. Bonjour Jean-François Cloutier. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette enquête sur l'industrie de la pornographie en ligne, puis évidemment plus particulièrement là, sur Pornhub et ses propriétaires? En fait, moi, j'avais déjà couvert un peu le sujet au journal. J'avais écrit des articles à partir de 2020 quand il y avait eu le scandale. On avait même fait une émission JE à un moment donné avec TVA. Donc, je m'intéressais quand même au sujet, mais de manière un peu plus ponctuelle en suivant les rebondissements et ce qui se passait. Et à un moment donné, en discutant avec des collègues, bien, on se rendait compte que les nouvelles sur Pornhub venaient beaucoup de l'extérieur, que ce soit le New Yorker, le New York Times, et aussi des journaux en Angleterre là, qui avaient vraiment creusé le sujet. Et on constatait que c'est quand même une entreprise qui a une présence très, très importante au Québec. En fait, les principaux dirigeants sont au Québec, la majorité des employés sont au Québec.
Donc, on s'est dit que ce serait quand même important, comme média québécois, qu'on se penche sur cette entreprise-là et qu'on raconte cette histoire-là un peu sous l'angle québécois là, de cette entreprise montréalaise, en fait, et aussi qu'on aille chercher un peu l'information la plus exhaustive là-dessus, parce que le sujet est assez complexe, puis il a été traité de manière un peu fragmentaire ici et là, mais nous, on voulait vraiment remonter du début et avoir une vue là, la plus là, exhaustive ou la plus complète possible là, pour bien comprendre comment on en avait pu en arriver là, à tous les scandales là, qui ont fait les manchettes. Ouais, et vous rappelez à notre bon souvenir que ça demeure que Pornhub, mais aussi toutes ses déclinaisons, c'est un géant de la pornographie. C'est un des sites les plus visités encore aujourd'hui sur la planète. Mais à quelque part aussi, vous confirmez que Montréal garde toujours une place importante dans l'industrie de la distribution de la pornographie en ligne. Principalement de la distribution, en fait. C'est vraiment le côté informatique, le côté référencement, les ingénieurs, des gens qui ont étudié en informatique qui sont à Montréal. Le côté production, il y en a un peu de production à Montréal, mais c'est beaucoup fait à l'étranger. C'est fait aux États-Unis ou en Europe de l'Est ou dans différents autres pays. Mais oui, Montréal conserve encore aujourd'hui une place vraiment névralgique dans tout ça. Puis c'est ça qu'on trouvait important de raconter. Tu sais, on s'intéresse à bien des histoires, bien des sujets, bien des PME parfois, mais on a ici un géant. Un géant du web, là, puis qui n'avait pas été couvert beaucoup parce que la compagnie était quand même très habile justement pour ne pas dire qu'elle était québécoise et se présenter un peu comme une compagnie internationale sans vraiment de pays et passer sous le radar, ce qu'elle a quand même réussi à faire pendant un certain nombre d'années. Dans cette industrie très discrète, puis surtout avec une entreprise très discrète comme celle des gens qui sont à la tête de Pornhub et de leurs autres déclinaisons, vous avez réussi à aller chercher pas mal de témoignages dans votre livre. Comment vous avez réussi à convaincre ces gens-là de parler? C'est extrêmement difficile, Bruno. Je te dirais que c'est... moi, j'en ai fait quand même plusieurs enquêtes sur des compagnies, puis on essaie de parler toujours un peu à des gens qui vont nous donner le vrai portrait, là. Dans le cadre, pour réussir à parler à des gens, ça a été un travail de moine, là, puis on passe par LinkedIn, puis toutes sortes de moyens. Mais je te dirais qu'on a dû envoyer une masse de communication pour finalement en convaincre un certain nombre à nous parler, là. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils font signer souvent des accords de non-divulgation une fois que des employés s'en vont. Et donc, c'est ce qui fait en sorte que les gens ne veulent pas parler. Il y a comme un stigmate qui entoure déjà en partant de l'industrie pornographique, là, puis beaucoup vont utiliser même des pseudonymes pour se présenter, ne vont pas donner leur vrai nom. Et si on rajoute à ça déjà le côté, la culture du secret chez MindGeek, ça faisait que c'était extrêmement difficile. Puis on a réussi effectivement à parler à des gens d'assez haut niveau, notamment des anciens employés, mais on n'a jamais réussi à atteindre vraiment les plus hauts dirigeants qui, eux, n'ont pas parlé et parlent à peu près jamais, en fait, là. C'est connu, mais vous confirmez encore dans l'ouvrage que MindGeek, ça demeure un acteur insaisissable, opaque. Comment on peut expliquer ça? Ben, je pense que c'est ça. C'est une compagnie qui est dans son ADN, là, puis ça, on le dit, là, tu sais, dans le fond, ça a été créé par des Montréalais qui ne voulaient même pas dire eux-mêmes à des gens de leur famille qu'ils étaient dans l'industrie porno. Donc, dès le début... Ils se présentaient puis encore aujourd'hui, comme des gens d'affaires. Des gens d'affaires, de marketing, technologie en ligne, Internet, tout ça. Tu sais, ça passe mieux de dire ça que de dire qu'on est vraiment dans la porno. Donc, effectivement, il y a ce secret-là. Puis là, ben, c'est sûr qu'il y a des poursuites aux États-Unis, puis des poursuites quand même très, très sérieuses, avec vraiment des gros montants, je pense, qui sont en jeu là-dedans. Donc, c'est encore peut-être plus difficile aujourd'hui vraiment d'avoir accès à des gens. Je pense qu'il y a des avocats derrière ça qui demandent aux gens de ne pas parler. Je pense que plusieurs ne voient pas l'intérêt, ne voient pas l'avantage pour eux de parler de ça. Il y a comme un stigmate qui semble entourer cette industrie-là, mais comme on fait un peu remarquer dans le livre, c'est quand même paradoxal qu'il y ait autant de secrets et que des gens réussissent un peu à rester dans l'ombre alors qu'ils font leur argent en exposant des gens de la manière la plus explicite possible. Là, tu sais, ils font de leur argent avec des gens en exposant leur nudité. Puis il y a certaines personnes qui n'ont jamais consenti à ce que leur nudité soit exposée. Donc, est-ce que c'est normal qu'il y ait autant de secrets?
Puis, tu sais, il y a une autre chose qu'on écrit dans le livre, c'est que nous, comme journalistes, ben, on a toujours la limite on peut poser des questions tant qu'on veut, mais on ne peut jamais contraindre quelqu'un à nous répondre ou à ne pas nous parler. Donc, on atteint à un moment donné les limites, puis je pense que la balle est peut-être maintenant dans le camp des autorités pour forcer des gens à parler, puis qu'on puisse vraiment avoir la totalité, parce que même si on a fait le livre je pense qu'on a fait le livre le plus exhaustif avec l'information disponible maintenant, je pense qu'il y a encore des choses qu'on va apprendre dans le futur. On n'a pas tout le portrait. Mais vous parlez des nombreuses poursuites qui ont encore cours, là, puis même les passées qui ont à voir avec les propriétaires actuels, puis aussi avec ceux qui étaient là avant eux. Mais comment on peut expliquer qu'avec toutes ces poursuites-là, on les a laissés tranquilles pendant toutes ces années prospérer? Parce que oui, il y a du contenu qui est légal, et puis c'est pas un crime de distribuer de la pornographie d'adultes pour adultes, mais il y a beaucoup de matériel non autorisé, et puis du matériel qu'on voit avec les mineurs qui a toujours été là. Mais si ça n'avait pas été de ces poursuites-là, on a l'impression que ça serait business as usual. Il n'y aurait pas grand-chose qui aurait changé. Comment on peut expliquer ça? Ça, c'est une question centrale dans notre livre. Comment ça se fait que les autorités sont demeurées silencieuses ou inactives aussi longtemps? Moi, je pense que une grande réponse à ça, c'est le fait que c'est une compagnie de l'Internet. Hein. Puis, tu sais, la sénatrice Julie Méville-Deschênes me disait qu'il y a longtemps eu chez les autorités une idée de dire on va laisser l'Internet se développer, on va éviter de trop réglementer. Et puis, on se base beaucoup sur des lois qui ont été mises en place dans les années 90, au début d'Internet, notamment la fameuse section 230 aux États-Unis, qui fait que les plateformes comme Facebook, comme YouTube, tout ça, ne peuvent pas être tenues responsables du contenu qu'elles hébergent, parce que ça serait trop compliqué de tout réglementer. Mais il y a eu clairement des abus en lien avec ça, c'est-à-dire que là, c'est devenu un genre de Far West et les plateformes utilisent toujours ces lois-là pour dire, ben non, on n'est pas responsable, c'est pas nous qui avons mis la vidéo, c'est quelqu'un qui l'a mis sur notre plateforme, puis tout ça. Mais clairement, à un moment donné, je pense qu'il y a une responsabilité de ces plateformes-là. Puis, tu sais, les corps policiers, moi, j'ai quand même parlé à une couple de policiers, puis, tu sais, ils sont beaucoup dans la porno juvénile, disons, très, très extrême. C'est ça. Ils n'ont peut-être pas le choix, là. Ils vont s'intéresser aux pires cas, là, de pédopornographie, là, ouais. Oui, pédopornographie, puis prépubère, puis tout ça. Mais sur Pornhub, ce qu'il y avait beaucoup, c'était des filles de 15, 16 ans, 17 ans. C'est moins clair. Tu sais, oui, il y en a eu du prépubère, mais il n'y en avait pas autant que l'autre cas. Et je pense qu'on est encore dans la mentalité chez les policiers d'essayer d'attraper la personne qui a fait la vidéo, sans penser que la plateforme qui l'a hébergée, puis où ça s'est diffusé à coups de millions de vues, a aussi une responsabilité. Donc, c'est comme s'il y avait une espèce de myopie des autorités là, sur le rôle des plateformes technologiques, dont Pornhub, dans ce problème-là. C'est intéressant que vous évoquiez cet article-là dans le livre puis aussi dans votre réponse parce que là, il y a le nouveau patron de la FCC qui veut justement revoir, un peu comme il voulait le revoir à l'époque sous la première administration Trump, cette responsabilité que les plateformes offrent. Ça va être intéressant de voir si ça avance dans le sens où justement un jour, ils deviennent redevables. Mais là où je veux vous amener, on l'avait mentionné, en 2023, c'est vraiment là où il y a eu comme le gros des poursuites qui ont commencé à apparaître. Puis administrativement, c'est là où il y a un passage, j'allais dire officiellement, là, entre MindGeek et Hello. Pourquoi cette transformation-là de l'entreprise? Là, on a l'impression que c'est toujours les mêmes personnes qui sont là, mais il y a un changement cosmétique. Est-ce que c'est ça? C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. C'est pas ça totalement, mais effectivement, il y a eu le scandale en 2020. Moi, les informations qu'on a eues là, avec mes collègues, c'est que la vieille garde, la garde qui était là à ce moment-là, voulait s'accrocher au pouvoir. Même les propriétaires voulaient rester, mais ils n'ont pas eu le choix à un moment donné. Les compagnies de carte de crédit ont coupé les liens en 2020, mais aussi en 2022. Et il n'y a pas eu seulement le New York Times, il y a eu d'autres articles de journaux, le New Yorker notamment, qui a fait un long article à un moment donné, qui fait en sorte qu'ils n'ont pas eu le choix et ils ont décidé de vendre un peu à regret. Et les deux principaux dirigeants de cette période-là, MindGeek, disons, là, Ferraz Antoun et David Tassilo, ont quitté leur fonction à ce moment-là. Par contre, quand on regarde un peu plus loin que ça, bien, on se rend compte que même encore aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui étaient présents
à l'époque, qui avaient des hauts postes, qui sont encore dans la compagnie chez Pornhub, et qu'il y en a certains qui ont même été promus. Et là, on a le fonds, évidemment, le fonds ontarien Ethical Capital Partners, qui est officiellement le nouveau propriétaire de Halo, qui a été un peu rebrandé un peu, mais qui est quand même pas mal toujours la même compagnie. Donc, ce fonds-là, se présente un peu comme un propriétaire plus responsable, mais en même temps, ce n'est pas eux les dirigeants de Pornhub. Eux sont seulement des investisseurs, vont répondre à nos questions parfois, mais quand on veut parler aux gens chez Pornhub, puis on veut savoir vraiment ce qui se passe encore aujourd'hui chez Pornhub, c'est toujours aussi difficile d'avoir accès aux personnes qui vraiment prennent les décisions en ce moment. Quand on passe beaucoup de temps à travailler ce sujet-là, on fait de la recherche, on parle à des gens, des anciens employés, mais aussi des victimes de Pornhub, ça doit vous marquer, ça doit vous choquer. Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience-là, de tous ces gens que vous avez rencontrés, de toute cette information à laquelle vous avez eu accès? Mon Dieu, moi, c'est ça que j'ai déjà dit, mais ce travail-là m'a affecté un peu dans ma vie privée, là, de toujours être un peu dans cet environnement-là, de baigner là-dedans. C'est un environnement, il y a beaucoup, beaucoup de méfiance. Les gens ne parlent pas toujours ouvertement. Et c'est ça, j'ai parlé même à un modérateur, par exemple, quelqu'un qui faisait vraiment la modération du site Pornhub à Chypre, qui lui me racontait que le fait de devoir modérer ça avait affecté des pans entiers de sa vie, là, puis ça avait eu même des conséquences sur sa santé et même sa santé mentale. Donc, c'est certain que ce n'est pas un environnement qui est intéressant, à voir. En même temps, je pense qu'il faut le couvrir comme média. Puis je sais que ma collègue Nora a aussi parlé avec des victimes, là, puis ça aussi, à un moment donné, je l'ai vu, elle était même en larmes, là, parce que c'est ça, il y a le cas aussi de victimes dans ça dont des vidéos ne peuvent jamais partir d'Internet, et ça aussi, ça a des impacts. Mais je pense qu'il faut résister à ça, puis pas juste dire, on n'en parlera pas parce que c'est glauque un peu. Je pense qu'on a trop fait ça, en fait. Puis tu sais, il y a comme ce tabou-là même de consulter des sites porno. C'est mal vu, puis on ne peut pas même le faire, même dans les médias. Là. Je veux dire, moi, si je vais sur Pornhub, dans le cadre il y a quelqu'un qui va venir... Je peux peut-être me faire contacter à un moment donné. Ça participe justement du fait qu'on finit par laisser prospérer quelque chose un peu sans que personne regarde trop ce qui se passe. Et ça mène justement à des dérives. Donc, il faut un petit peu lever le voile, je pense, sur tout ça, puis regarder vraiment ce qui se passe. Puis moi, je ne suis pas, en passant, là, je ne suis pas anti-porno du tout. Là. Je ne vais pas être dans une logique puritaine je pense que ça va toujours exister, puis c'est correct, mais je pense que quand même, on devrait s'entendre sur un minimum de choses dans cette industrie-là, que les gens qui sont dans les vidéos soient consentants, qu'ils aient 18 ans et plus. Et peut-être aussi que non plus qu'il n'y ait pas d'enfants trop jeunes qui regardent la porno. Je pense que ça devrait être un minimum auquel tout le monde devrait être d'accord. Qu'est-ce que vous souhaitez que les lecteurs vont retenir de votre livre? Ben moi, j'espère que ça va faire bouger les choses. Tu sais, il y a un projet de loi qui est mort au feuilleton tout récemment là, qui visait justement à encadrer un peu les plateformes là, porno et les autres plateformes Internet là, au niveau fédéral. J'espère qu'on va se décider finalement à agir. J'espère que les autorités vont répondre aussi, vont rendre des comptes. Je pense que Pornhub peut-être va continuer d'exister, mais c'est comme s'il n'y a jamais eu vraiment de moment cathartique là, où on admet qu'il y avait des choses qui étaient problématiques. On le dit dans le livre, ils ne se sont jamais excusés. Et je pense que ce serait important qu'il y ait un genre d'avant et d'après très, très établi et qu'on essaie de pouvoir repartir sur des nouvelles bases. Puis je pense que c'est ça, c'est aux autorités. La balle est dans le camp des autorités. Nous, on ne peut pas aller plus loin que certaines démarches, mais il appartient aux autorités de bien légiférer et peut-être de prendre des mesures contre les personnes qui ont commis des choses qui n'étaient pas acceptables. Jean-François Cloutier, je rappelle que vous êtes journaliste au Journal de Montréal et que vous êtes un des 3 auteurs de L'Empire du sexe, la grande enquête sur Pornhub. Ça vient d'être publié aux éditions du Journal. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Ça m'a fait plaisir.
grosse semaine en IA à Toronto. Il y a eu Cohere qui a présenté son IA concurrente à ChatGPT, une IA pour entreprise. Et puis une autre entreprise, Moon Valley, qui a présenté son IA qui s'adresse cette fois à l'industrie du divertissement. Pour parler de cette dernière IA de Moon Valley, on va aller rejoindre la spécialiste de l'IA à Radio-Canada. Bonjour Chloé Sandervost. Bonjour Bruno. Chloé, cette semaine, tu as parlé avec une boîte de Toronto qui est pas mal fière parce qu'ils ont lancé, dans toute cette vague d'IA générative qu'on voit arriver, ils ont lancé ce qu'on pourrait presque appeler, c'est pas la première, c'est la deuxième, mais en tout cas, une des premières IA génératives totalement canadienne. Oui, et la grande particularité de ce projet, c'est que ça vient répondre à plusieurs questions qu'on se pose dans le domaine depuis longtemps. On va déconstruire ça. Bruno, la compagnie dont on parle, c'est Moon Valley, une jeune entreprise installée dans la région de Toronto, qui se spécialise dans la création on pourrait dire c'est un modèle fondationnel pour développer donc de la vidéo générative en utilisant l'intelligence artificielle. Et c'est un vieux débat, à l'échelle de l'IA. Et comment on peut utiliser cette technologie pour créer de la vidéo, pour soutenir le travail des créateurs, sans créer de nouveaux problèmes ou trop de nouveaux problèmes. Et en tout cas, un problème vraiment épineux dans ce domaine-là, c'est celui des données d'entraînement. On sait que la plupart des modèles de génération de vidéos ont été entraînés à partir de données plus ou moins légales, on pourrait dire. En tout cas, c'est débattu. Parfois, ce sont des données qui sont accessibles publiquement, mais sans que les créateurs donnent leur autorisation. Parfois, on a carrément du scraping à l'encontre de l'accord des créateurs. Il y a des initiatives, par exemple Adobe avec Firefly, où oui, on a des données sous licence, des données qui sont dans l'espace public, mais la grande originalité de Moon Valley, c'est vraiment que 100% des données d'entraînement proviennent soit, on pourrait dire, d'un achat direct auprès des créateurs, ou soit de données qui ont été acquises sous le chapeau d'entente de licence. Donc, c'est de l'entraînement éthique. On pourrait dire ça comme ça. Ouais. Eux, ils disent plus propre. Alors, il y a un vocabulaire peut-être à inventer. On sait que rien n'est jamais parfait, mais déjà dans la démarche, on voit quelque chose qui est différent. Et pour te donner un exemple concret, tu sais que des créateurs de vidéos sur YouTube, bon, il y a une vidéo qui va être publiée, mais il y a beaucoup de vidéos de rush qui vont dormir dans leur coffre, qui vont ne servir à rien. Eh bien, ce qu'on voit ici, par exemple, avec Moon Valley, c'est qu'ils vont acheter ces vidéos non publiées pour avoir des vidéos originales de grande qualité pour entraîner leur modèle. En fait, donc déjà là, ils viennent répondre à un premier problème en se positionnant, eux, clairement dans le marché professionnel. On vise Hollywood, ils développent ça en partenariat avec un studio établi à Los Angeles, Asteria, pour avoir donc un modèle de génération de vidéos de haute qualité qui permet aussi beaucoup de contrôle. C'est souvent un problème avec l'IA générative, on envoie un prompt et on doit un peu vivre avec ce qu'il y a. Alors ça peut être une contrainte créative, hein, on voit des créateurs qui embrassent cette contrainte-là. Et là, eux, ils veulent donner plus de contrôle. Donc, on a du texte à vidéo, on a de la création d'images, mais on a aussi de la vidéo à vidéo. Ils misent beaucoup là-dessus. J'ai parlé avec un des cofondateurs de la compagnie, Naïm Taloukdar. Il me donnait l'exemple de... tu enregistres une performance d'un acteur via un appel vidéo, par exemple sur FaceTime, et ensuite tu vas transposer cette vidéo-là dans l'univers d'un elfe qui court dans les bois. Pourquoi il utilisait cet exemple? Et parce que dans un cas comme celui-là, on ne remplace pas le travail des artistes. Et ça, c'est aussi un sujet très épineux quand on parle de création avec l'IA. Est-ce que cette technologie va remplacer les créateurs? Là, eux, la vision de Moon Valley avec ce modèle qui s'appelle Mary, c'est plus d'amener de nouveaux outils, mais sans spolier les créateurs et sans remplacer non plus leur travail. Donc, on est plus dans la superposition que dans le remplacement. Ou dans le complément, effectivement, juste donner de nouveaux outils. On sait que les budgets sont pas illimités quand on veut développer des projets de films, de courts-métrages, de vidéoclips. Donc, l'IA peut amener des possibilités intéressantes à ce niveau-là. Toi qui suis le développement de l'IA sous toutes ses formes depuis un moment, ça va se placer où dans l'écosystème? Dans l'écosystème, on s'entend professionnel, là, d'outils comme ça. Est-ce que c'est vraiment une nouveauté ou ça vient prendre sa place à côté de d'autres solutions?
C'est vraiment une bonne question. En fait, ce qu'on voit, c'est que l'IA est déjà là à Hollywood, si on regarde en particulier dans les studios de cinéma, dans la production de publicité. Ce que ça va amener de différent, c'est justement cet aspect légal. Quand on sait que il y a des compagnies qui sont visées par des poursuites justement à cause de tout l'enjeu de ces données d'entraînement. Et là, ça offre une solution qui est quand même plus sécuritaire. Ça peut peut-être aussi offrir davantage d'adhésion du côté de l'industrie créative elle-même. Donc, je dirais qu'il y a une complémentarité par rapport à l'écosystème qui est là. Moi, ce que je vais surveiller avec beaucoup d'intérêt, c'est est-ce que ça donne un espèce de signal à l'industrie qui va forcer peut-être un alignement de la part d'autres joueurs, comme OpenAI par exemple avec Sora. La responsable de la technologie, quand elle avait été questionnée sur les sources des données d'entraînement, elle avait été très 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 évasive. Alors là, si on a la démonstration qu'on peut faire les choses autrement, ça va peut-être forcer justement des changements au niveau des pratiques. Puis dans cet écosystème aussi, je trouve ça très intéressant de voir une innovation comme celle-là qui vient du Canada, au moment où on est en plein conflit commercial avec les États-Unis, où l'IA devient un sujet aussi géostratégique. On se dit, mais les nations ont aussi intérêt à développer un certain pouvoir, une certaine autonomie par rapport à cette technologie-là. Là, on a un grand modèle donc fondationnel qui est développé par des chercheurs qui sont installés ici dans la région Toronto. Puis c'est des gens qui viennent des anciens de DeepMind, de Meta, des personnes qui ont une bonne feuille de route dans ce cas-ci. Donc ça, c'est intéressant à voir avec d'autres actualités. Je pense que tu voyais passer ça cette semaine aussi du côté de Corey, Bruno. Ben oui, parce que je t'écoutais puis je me disais, ça marche fort à Toronto cette semaine. Ouais. Tu le disais, Cohere qui lui a lancé son modèle low cost. Je ne dirais pas bon marché parce que bon, ça prend quand même. Ça, je pense que ça a coûté 30 millions de développer ça, mais tout de même, à côté de ce que ça a coûté à d'autres de faire au début. Et là, on parle d'une solution totalement canadienne, encore une fois. Selon les dires de Cohere, on parle de quelque chose qui serait entre ChatGPT 4 et DeepSeek. Alors, on se trouve dans le milieu de ça, mais c'est montré, c'est intéressant, puis c'est tellement important ce que tu dis, dans le contexte actuel, de voir qu'il y a des initiatives canadiennes qui sortent. Moi, j'ai l'impression que ça va commencer à mettre de la pression sur les Québécois qui sont dans le domaine. Parce que jusqu'à maintenant, il y avait énormément de pression qui était à Montréal. Il y avait de la pression. On disait quand est-ce qu'ils vont sortir? Mais là, si on commence à voir des outils sortir comme ça de Toronto, la pression est encore plus importante du côté de Montréal. Ils en ont déjà, mais pas de ce type de modèle-là. Pour développer des outils, peut-être pour avoir une réflexion aussi sur les données, si on revient à ça. Je sais que du côté de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, il y a un projet qui est en cours en ce moment aussi pour créer un genre de registre national des données québécoises. Ça aussi, ça peut faire vraiment toute une différence, effectivement. Ouais. Mais ce que j'aime beaucoup de l'approche de Moon Valley, puis c'est important, puis je vais revenir là-dessus, c'est l'idée d'aller rechercher tout ce qui est le rush, tout le laisser de côté dans la production vidéo, puis Dieu sait qu'il y en a pour une heure de vidéo, là, quand tu fais de la production, il y a peut-être 3-4 heures qui sera pas utilisée. C'est du recyclage, ça. Voilà, et ça peut devenir une source de revenus pour les artistes aussi. Et ça, c'est une autre façon de faire qu'on est en train de voir apparaître aussi, des gens qui sont, si tu me permets l'expression, des gens de dealers de données, mais autorisés, des revendeurs de données. Ouais. Donc, on a des données de qualité, mais pour lesquelles les artistes vont être rémunérés. Donc, je trouve que c'est un signal qui est vraiment à suivre justement dans toutes les transformations que l'IA amène en ce moment, en se demandant, comme tu disais, quelle carte le Canada peut jouer là-dedans. Le Québec, on dit souvent qu'au Québec, on a une espèce de couleur associée au développement responsable de l'IA avec la déclaration de Montréal. Moi, je posais justement la question au cofondateur, Naïm Taloukdar. Je disais, est-ce que c'est ça qu'on voit aussi avec le développement de Mary? Et lui, il me renvoyait aussi à l'histoire du deep learning en disant, mais ça aussi, quand même, le Canada a posé des jalons forts. Il y a une fierté qu'on peut avoir. Donc, là, faut se péter les bretelles un peu. Des exemples qui ressortent, ouais. Hey, Chloé, merci infiniment d'avoir amené ça dans mon carnet. Je trouve ça génial. C'est deux belles histoires, je pense qu'il faut le dire. C'est dans cette période où on a l'impression que le monde numérique se fait malmener, de voir qu'il y a des Canadiens comme ça qui poussent la charrue pour aller plus loin. Puis c'est une histoire qui est en route aussi. Pour l'anecdote, ce modèle Mary, il tient son nom du créateur de la chronophotographie en France. Ça, c'est une vieille technique au 19e siècle.
reflète vraiment la transition entre la photo et l'image. Et pour les gens de Moon Valley, l'idée, c'est que Maris, c'est aussi une étape de transition dans le développement de l'IA. Et ce qu'ils font, et ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué, Bruno, ils disent, la technologie, trop souvent, elle est développée en vase clos, sans écouter les milieux d'où elle émerge. Là, ils écoutent le milieu créatif, justement, pour essayer de donner un sens peut-être plus humain, plus collaboratif à cette transition-là. Travailler éthiquement pour son marché. Que de belles paroles. Chloé van der Vos, je rappelle, tu es réalisatrice et observatrice de l'IA à Radio-Canada. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour revenir comme ça sur mon carnet. C'est toujours un plaisir de t'avoir. C'est vraiment un plaisir à partager, une observatrice en immersion dans cette grande vague de changement. Merci Bruno, à bientôt. Salut, à la prochaine. J'ai vraiment des collaborateurs prolifiques. Il y a 2 semaines, je recevais Thierry Weber qui venait nous parler de son événement Le meilleur du podcast qu'il organise en Suisse. Cette semaine, je vous propose de retrouver Stéphane Ricoul avant son billet habituel pour nous présenter son livre « Vos clics, leur cash » où il explore l'idée d'un modèle fiscal appliqué aux données numériques. Bonjour Stéphane Ricoul. Bonjour Bruno. Stéphane, pourquoi publier un livre aujourd'hui? Parce qu'on t'écoute dans mon carnet, on te lit sur LinkedIn. Pourquoi c'est important pour toi de publier ce livre-là? Il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est que ça fait 5-6 ans que je réfléchis à une idée qui est, je vais dévoiler le punch tout de suite, mais qui est de regarder est-ce qu'on est capable d'appliquer un modèle fiscal à la donnée numérique au lieu d'imposer les entreprises, les géants du numérique sur leurs revenus ou leur profitabilité, de regarder au niveau de la donnée, si on est capable de faire quelque chose. Puis ça fait tellement longtemps que j'ai l'idée en tête que je me suis dit, le seul moyen d'aller jusqu'au bout de mon idée, c'est de me forcer à écrire un livre. Donc, j'ai commencé il y a presque 3 ans à l'écrire, ce livre-là. Donc, ça a pris un petit peu de temps. Et je remercie d'ailleurs beaucoup de ChatGPT qui m'a fait gagner beaucoup de temps dans mes recherches pour m'apercevoir que j'étais absolument pas le seul à parler des modèles fiscaux liés à la donnée. Donc, c'était super intéressant de regarder ça, puis de me dire, OK, je vais poursuivre mon idée, je vais coucher ça sur papier, puis on verra où ça peut me mener. Puis c'était à hier soir, effectivement, au lancement du livre. Et ce qui est intéressant dans ton processus d'écriture, puis je pense que c'est important de le dire, c'est qu'à quelque part, tu t'es aussi fait violence. Tu as vraiment été chercher des points de vue différents pour te challenger toi-même par rapport à ta pensée. Ça, c'est pas rien, là. Oui, tout à fait, parce que à la base, je suis ni économiste, ni fiscaliste. Donc, on s'entend que quand on veut parler d'économie ou de fiscalité liée à la data, puis je suis même pas quelqu'un de très, très technique, donc j'ai pas une connaissance fine de tout ce qui est lié à la donnée numérique. Donc, quand on se permet d'écrire un livre qui est basé là-dessus, oui, il faut aller se faire un peu, faut se mettre au défi avec des personnes qui s'y connaissent plus que toi sur des modèles économiques ou des modèles fiscaux, mais pas forcément liés à la data, sur des modèles économiques et des modèles fiscaux que eux connaissent, qu'on applique aujourd'hui au quotidien auprès des entreprises qui génèrent des profits. Donc, oui, je suis allé me mettre en danger. J'ai fait relire mon livre par 2 économistes, Mathieu Marchand puis Mathieu O'Connor. Puis les 2 étaient parfaitement d'accord avec eux-mêmes, comme quoi les arguments que j'avançais n'étaient pas forcément plausibles dans la réalité d'aujourd'hui, dans les modèles d'applicabilité des règlements fiscaux qui existent aujourd'hui. Mais ça m'a réconforté, en quelque sorte, dans le sens où je me suis dit, parfait, si mon idée n'est pas applicable aujourd'hui, c'est justement ça la source du problème. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cette idée-là applicable, donc revoir nos modèles fiscaux? Puis, c'est la vision que moi j'ai des impôts, ils m'ont qualifié moi-même de romantique de l'impôt, parce que ce que je me dis, c'est quand on taxe, qu'on va chercher, qu'un gouvernement va chercher de l'argent auprès des entreprises, c'est pour pouvoir redistribuer au niveau de la société. Or, aujourd'hui, pour moi, les géants du numérique, de par la valorisation qu'ils font de la donnée, de par la manipulation qu'ils font de la donnée parfois, redonnent pas à la société. Vont au contraire chercher encore plus, vont eux-mêmes taxer la société, puis nous autres producteurs de données,
de façon absolument gratuite de leur part, parce qu'on leur donne notre donnée. Puis en plus, ils cherchent à nous manipuler avec ça. Donc, ma vision romantique, c'est taxons-les, allons chercher de l'argent pour le redistribuer dans notre société. C'est Shakespeare qui a jamais dit think out of the box, mais c'est exactement ce que tu fais avec ton livre. Stéphane, d'un point de vue personnel, qu'est-ce que tu retiens de toute cette aventure de partir d'un sujet, de chercher, de l'approfondir pendant 3 ans et finalement d'arriver maintenant à un livre qui est disponible pour les lecteurs? Principalement, ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Moi, j'ai eu beaucoup de périodes de doute quand j'ai écrit ce livre-là. En fait, le premier doute, c'est dois-je écrire un livre là-dessus? Comment est-ce que ça va être reçu? Parce qu'aujourd'hui, toutes les idées que j'avance ne sont pas applicables. Mais moi, ce que je veux, c'est de partir un débat d'idées avec des gens spécialisés en économie, des gens spécialisés en fiscalisation, pour regarder, je le sais que c'est pas possible aujourd'hui de faire ce que je dis dans mon livre, mais est-ce qu'on peut regarder si ça serait réalisable en modifiant radicalement nos lois, nos règlements, tout le modèle de gouvernance autour de ça? Donc, la première chose que moi j'ai appris, c'est malgré tous les doutes qu'on peut avoir, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de nos idées parce que c'est comme ça qu'on va faire évoluer notre société. L'autre chose que j'ai apprise, c'est que, je te l'ai dit tantôt, je n'étais pas le seul à le penser. Je n'étais pas le seul à avoir eu ces idées-là. Je suis tombé, écoute, j'ai eu les 2 jambes et les 2 bras coupés. Là. Je suis tombé sur un rapport qui a été remis au gouvernement français en 2013, donc on parle d'il y a 12 ans de cela, qui disait exactement ce que je dis dans mon livre, il faut imposer la donnée ou taxer la donnée. Puis il présentait des modèles, etc. Puis bien évidemment, je m'en suis inspiré, je ne vais pas réinventer la roue, mais il n'y a rien qui a été fait. Rien en 12 ans, rien. Alors que tout le monde cherche à aller chercher la part de richesse que les géants du numérique, qu'ils soient américains comme chinois, là, peu importe, mais que les géants numériques génèrent. Tout le monde veut aller chercher cette part de richesse-là pour une certaine forme d'équité sociale. Et pourtant, ils ont des solutions en main, mais j'imagine que le chantier de revoir toute notre réglementation fiscale est tellement imposant que c'est pas parce que tu es élu pendant 4 ans ou tu es élu pendant 5 ans ou 6 ans dans certains endroits que tu es capable d'entreprendre ce chantier-là. Ça va au-delà des périodes électorales, donc c'est juste pas bon pour eux, fort probablement, donc il n'y a rien qui se fait. Puis ce qui est intéressant au fait que ton livre sort à ce moment-ci, j'allais dire, de l'histoire, c'est que heureusement pour toi, puis peut-être malheureusement pour le reste de la société, on est obligé de repenser nos façons de faire, dû notamment à notre voisin à côté. Donc, c'est peut-être une occasion de repenser à des choses. En terminant, Stéphane, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se questionne par rapport à ton livre et qui se dit pourquoi je devrais aller le chercher? Parce que je l'entends toutes les semaines dans mon carnet, parce que je le lis sur LinkedIn. Qu'est-ce qui va gagner à prendre ton livre? Oui, je parle de l'histoire de l'impôt, de l'histoire des taxes dans le livre, parce que je pense que quand tu veux écrire quelque chose sur ce sujet, faut comprendre cette histoire-là. Puis, une des choses que je trouve assez extraordinaire, c'est que à une certaine époque, ça, c'était des rois ou des empereurs qui étaient à la tête des États. Puis, ils taxaient leurs sujets sous forme de je prends une partie de ta récolte de blé, par exemple. C'était pour pouvoir faire vivre la cour. Mais il disait, en échange de ça, je t'offre une protection militaire parce que l'argent que je vais ponctionner chez toi va me permettre de payer une armée. Puis, ce dont je me suis aperçu, c'est que les géants du numérique aujourd'hui se comportent comme ces empereurs de l'époque. Puis, de toute façon, on en parle aujourd'hui dans les médias, on parle de techno-féodalisme, oh my God, je sais même plus comment on dit ça. Féodal, technologique féodale, on va dire. Puis on compare les Elon Musk de ce monde à des empereurs. Puis dans la réalité, c'est vrai. Ils nous taxent, mais ils nous taxent de nos données. On leur donne gratuitement. On est super content de leur donner parce que en échange, ils nous offrent un service gratuit. Puis oui, j'en parle dans mon carnet régulièrement de ce genre de choses-là. Là où le lecteur va aller beaucoup plus loin en lisant mon livre, c'est que il y a des modèles qu'on peut appliquer, des modèles fiscaux sur la donnée, comme on applique des modèles fiscaux sur nos revenus personnels. Quand tu gagnes un certain niveau de salaire, en fonction de ton niveau de salaire, tu as des paliers d'imposition qui sont complètement différents, qui vont aller jusqu'à un peu plus de 50%. Puis tu as des niveaux de salaire qui font que tu n'as pas d'impôt à payer.
cette logique-là, elle est applicable à différents niveaux. Elle est applicable sur le volume de données, sur le flux des données. Elle est applicable sur la donnée elle-même, à savoir si c'est une donnée générale, personnelle, sensible, etc. Donc, tous ces modèles-là. Puis, aujourd'hui, les artistes parlent beaucoup du droit de la propriété intellectuelle. Mm-hmm. Quand on parle de l'utilisation de leurs données ou de leurs œuvres pour alimenter une intelligence artificielle, ben là, moi, je parle dans mon livre, effectivement, de droit de licence lié à la donnée, en disant la donnée de Bruno ou la donnée de Stéphane a une valeur. Ben, si je veux la donnée de Bruno, ça nous touche tous. Si je veux la donnée de Bruno, ben, je dois lui acheter. Puis c'est normal, c'est ta donnée à toi. Je te demande l'autorisation. Peux-tu acheter ta donnée? Je vais la valoriser. Puis moi, je vais faire encore plus d'argent avec ça. Stéphane, avant de te laisser, je vais quand même en profiter pour te demander, le billet de cette semaine, tu nous parles de quoi? Ben, là, c'est ça. En fait, j'ai rebondi sur une entrevue que tu as fait la semaine dernière avec Colette Brun. À un moment donné, vous parlez de cette nécessité ou de ce manque de motivation à s'informer à cause du flux, justement, de données sans cesse qu'il y a. Puis à cause du fait que, on ne sait plus si c'est de la bonne ou de la fausse information. Puis ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Puis là, je me suis dit, mais on en est rendu où d'un point de vue de notre société par rapport à ça? Puis c'est quoi les moyens pour contourner ça? Puis de retrouver le goût de vouloir s'informer et de pousser un peu plus loin la chose, de sortir de sa chambre d'écho, puis justement d'aller s'informer sur des sources, des gens qui disent des choses différentes de ce que toi, tu penses. Parce que pour moi, c'est le mélange des idées ou la collision des idées qui fait qu'une société progresse. Et ton livre fait partie, justement, de cet autre regard qui est important d'avoir. Je rappelle le titre, « Vos clics leur cachent » et je vais faire un hyperlien sur le descriptif de l'entrevue. Comme ça, les gens pourront le trouver facilement. Il est disponible en ligne. Stéphane Ricoul, merci, pour ce temps que tu m'accordes pour faire l'entrevue ce matin sur ton nouveau livre, mais aussi merci pour ces semaines et ces semaines et ces semaines. Je le rappelais hier, ça fait plus de 8 ans que tu es présent dans mon carnet, semaine après semaine, à livrer ton édito sur l'économie numérique. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui te remercie de m'offrir cette plateforme-là avec mon carnet. J'apprécie vraiment. Allez, on te laisse reprendre la route. Bonne journée. Salut, bye. Bonne journée, bye. Allez, pendant qu'on y est, on va aller écouter son billet. Suite à l'entrevue avec la spécialiste des médias Colette Brun, diffusée ici même le 7 mars dans le balado Mon Carnet, un point très intéressant a été abordé, celui de la motivation à s'informer. Alors que nous sommes bombardés d'actualités en continu dans les fils de nos plateformes préférées, le terme « surchauffe informationnelle » semble prendre position malgré nous. Dès lors, comment continuer à avoir de l'appétit pour l'information, surtout lorsque l'on connaît l'explosion du phénomène des fausses nouvelles, souvent générées par de l'intelligence artificielle où il suffit d'un clic et un algorithme nous pond un faux scoop convaincant à souhait. Et au-delà de la motivation à s'informer, comment développer en parallèle notre motivation à démêler le vrai du faux? Question posée autrement, comment ne pas céder à la paresse intellectuelle face à des informations qui, trop souvent, nous parviennent de façon biaisée ou tronquée? S'il est crucial de préserver et d'entretenir notre motivation à nous informer, il ne faut pas non plus diaboliser des outils technologiques comme l'IA pour autant. Au contraire, nous devons nous forcer à identifier des solutions constructives comme une bonne hygiène informationnelle, la mise en place d'une routine de veille efficace et surtout une formation continue à l'esprit critique. Alors, si vous vous êtes déjà surpris à lever les yeux au ciel à la 100e fake news de la journée, ou si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous épuisez à recouper des faits quand l'IA fait le travail beaucoup plus vite, gardez en tête que de rester motivé à s'informer est non seulement un défi, mais aussi un devoir envers nous-mêmes et envers la société dans son ensemble. Pour bien saisir l'enjeu actuel, rappelons-nous d'abord qu'aujourd'hui, l'IA est loin d'être un phénomène isolé et qu'elle ne sert pas uniquement à propager des fausses vérités. De nombreux médias et rédactions s'en servent pour automatiser la production de certains contenus, comme des résultats sportifs, la bourse, les bulletins météo, etc. Les textes générés sont factuels et utilitaires. Ils gagnent ainsi en rapidité et en efficacité. Avec ce genre d'usage, l'IA se montre être un outil précieux, libérant les journalistes pour des tâches plus analytiques ou des enquêtes au long cours. Cependant, la facilité avec laquelle on peut créer et disséminer des informations erronées, volontairement ou non, bien sûr,
fait peser une menace sur la fiabilité globale de l'écosystème médiatique. La frontière entre le vrai et le faux s'amenuise dangereusement. L'IA, dans ce sens, agit comme un catalyseur. Elle peut amplifier les dérives d'un système d'information déjà fragilisé par la vitesse de circulation des données et l'absence parfois de rigueur éditoriale. Ni un démon, ni un ange. L'IA, avec sa puissance, bien maniée, libère du temps, vérifie l'orthographe, compile des données. Mal employée, elle devient un vecteur de chaos informationnel. C'est ici que la motivation à s'informer prend toute sa valeur. Sans elle, nous pourrions tomber dans la passivité, avaler n'importe quelle fausse nouvelle et pire, la relayer. Face à ce genre de constat, se mettre la tête dans le sable serait dangereux. Mais entre nous, c'est toute une série de défis que nous devons relever. D'abord, celui de la surcharge informationnelle. Chaque jour, des milliers d'articles, de posts, de vidéos, d'infographies nous parviennent. Nous sommes comme au milieu d'un buffet gargantuesque où tout est proposé en version illimitée et où la tentation de piocher au hasard peut être fatale pour notre santé intellectuelle. La résultante est qu'on s'épuise mentalement, on se décourage ou on finit par se contenter de snack news, rapidement consommées, aussitôt oubliées. À force, il devient difficile de garder une vue d'ensemble ou de vérifier la pertinence des sources. Autre défi bien connu, les biais cognitifs. Notre cerveau, cet adorable petit comique, adore qu'on lui donne raison. Il cherche la confirmation de ce qu'il croit déjà, et ce, parfois même sans qu'on s'en rende compte. Vous êtes persuadé que le chocolat est un remède miracle, vous vous précipitez sur le premier article qui prétend que manger 3 tablettes par jour guérit de tous les maux. C'est un exemple caricatural, je vous l'accorde, mais l'idée est là. Nous avons tous tendance à trier l'information en fonction de nos croyances initiales. Dans un contexte où l'IA peut produire n'importe quel contenu, si vous cherchez des preuves, et je le mets en guillemets, pour appuyer votre point de vue, vous en trouverez, et elles pourront être totalement fabriquées. Une matière que la face orange la plus connue au monde pourrait enseigner avec grande éloquence. Et il y a enfin le défi du scepticisme. Il est sain de douter, de questionner ce qu'on lit. Mais poussé à l'extrême, le doute peut virer à la paranoïa. Vous en connaissez peut-être de ces gens qui ne croient plus en rien, qui voient des conspirations partout. On ne peut plus rien leur prouver. Chaque fait avéré devient suspect. Chaque journaliste devient un agent d'un complot quelconque. Face à cela, la démotivation guette. À quoi bon vérifier quoi que ce soit puisque tout est mensonge, n'est-ce pas? Cette méfiance à outrance peut faire autant de ravages que la crédulité. Mais au milieu de ce tumulte, pourquoi s'acharner à s'informer? Après tout, vivre dans une douce ignorance pourrait sembler très reposant. Seulement voilà, s'informer nous rend service à plusieurs niveaux. Il s'agit d'un investissement qui dépasse la simple curiosité. D'un point de vue personnel, développer son esprit critique, c'est comme entretenir ses muscles. Le fait de recouper les informations, de comprendre la complexité du monde, nous rend plus aptes à prendre des décisions éclairées. Que ce soit pour choisir un métier, investir nos économies ou simplement voter. On a besoin de bases solides. Personne ne veut plus se retrouver à cocher un bulletin au hasard ou à gober la première rumeur venue parce qu'elle nous arrange. Je dis ça et je ne suis pas ni naïf ni dupe. Le seul pays au monde où cela se passe est celui de la théorie. Sauf que s'informer permet aussi de nourrir sa curiosité, d'éviter de tomber dans la routine intellectuelle. Aussi, sur le plan sociétal, la motivation à s'informer prend des allures de contribution citoyenne. Une démocratie solide repose sur des électeurs capables d'analyse, sur des journalistes qui peuvent mener des investigations rigoureuses et sur un public conscient des enjeux. Quand on s'informe sérieusement, on évite de propager des rumeurs qui pourraient altérer le débat public ou alimenter des polarisations nuisibles. On crée un cercle vertueux où chacun peut, dans la mesure de ses capacités, apporter un éclairage constructif. Enfin, dans la vie professionnelle, être bien informé, c'est un atout considérable. Vous souhaitez innover dans votre entreprise, mieux collaborer avec vos équipes, anticiper l'avenir de votre secteur. Toutes ces démarches exigent d'avoir accès à des informations pertinentes,
de suivre l'actualité de votre domaine et de savoir trier le crédible du fantaisiste. Rester motivé à s'informer, c'est donc gagner en compétitivité et en intelligence stratégique. C'est sûr que dans un monde idéal, chaque média respecterait scrupuleusement les règles de déontologie et vérifierait toutes les informations avant de les publier. Dans la réalité, les impératifs de rapidité et de rentabilité biaisent parfois le processus. La réalité n'est donc pas toujours aussi rose. Cela s'avère vrai même pour des titres prestigieux. Un récent article de CNN, qui est daté du 5 mars 2025, a révélé qu'un algorithme exploité par le Los Angeles Times avait généré des commentaires rappelant la rhétorique du Ku Klux Klan. Un incident qui illustre que la fiabilité d'une source peut être compromise malgré la notoriété d'une publication reconnue et qui démontre qu'aucun média n'est à l'abri des dérives. D'où la nécessité de choisir ses sources, d'identifier quelques médias que vous jugez fiables, qui ont prouvé leur rigueur, et de varier entre la presse écrite, la radio, la télévision, les médias en ligne, sans oublier les balados. N'oubliez pas non plus que, même si personne n'aime se retrouver en porte-à-faux, ça reste que c'est pourtant dans la confrontation d'idées que se cache la richesse du débat. Lisez ou écoutez des contenus dont vous pressentez qu'ils ne vont pas dans le même sens de vos convictions, pas pour vous auto-flageller, mais pour mieux comprendre la complexité des problèmes. La curiosité n'est pas un vilain défaut ici. Au contraire, conserver et cultiver notre curiosité intellectuelle est un bienfait, autant pour nous-mêmes que pour la société. L'information est le carburant de nos idées, la matière première de nos décisions et l'essence même de la démocratie. Alors, ne laissons pas un algorithme ou une mauvaise habitude nous priver de cette ressource inestimable. Autour de mes autres collègues, on commence avec Thierry Weber qui nous rapporte de Genève une entrevue réalisée lors du lancement de l'initiative Médias et Philanthropie. Dans le cadre du lancement, plusieurs gens intéressés par le financement philanthropique des médias étaient présents. Du lot, un Québécois, évidemment Thierry l'a interviewé. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. Une fois n'est pas coutume, je suis avec un Québécois. Bonjour Sylvain. Bonjour. Sylvain Lafrance, qui vient ici en Suisse. Déjà peut-être en quelques mots, à quoi tient ta présence? C'est pour le lancement d'une opération qu'on appelle l'initiative Médias Philanthropie, qui sous le couvert du Centre de philanthropie de l'Université de Genève. Et dans le fond, c'est une volonté, un partenariat de l'Université de Genève avec HEC Montréal d'ailleurs, de travailler, de mieux comprendre d'abord les grands enjeux aujourd'hui du financement philanthropique des médias. Il y a des enjeux déontologiques, il y a des enjeux financiers, des enjeux de modèle d'affaires pour les médias, il y a beaucoup d'enjeux. Et de comprendre en quoi aujourd'hui, face à une problématique complexe, celle de l'écroulement jusqu'à un certain point du financement traditionnel des médias, des financements publics d'une part qui est mis à mal dans plusieurs pays, le financement privé mis à mal par la concurrence déloyale des GAFA. Donc, peut-être que la philanthropie peut venir non pas remplacer, mais sans doute agir pour rééquilibrer, créer des diversités de financement qui vont permettre aux médias de trouver une nouvelle source de financement. Donc, on va avoir à la fois une approche très académique d'étudier cette problématique-là, une approche très professionnelle, c'est peut-être celle-là où je serai le plus associé, où on va essayer de construire une sorte de charte de la gouvernance en matière de gouvernance. Pour cadrer la chose. Oui, pour cadrer, pour s'assurer que pour les philanthropes, ils puissent faire des choix éclairés en matière de donation et que pour les médias, il y a toujours ce mur de Chine extrêmement important qu'on doit avoir entre la rédaction et ceux qui choisissent de donner. Comme disait Félix Leclerc à une certaine époque, il faut se pencher sur celui qui demande, mais se redresser devant celui qui donne. J'ai toujours trouvé que c'était très intéressant, comme c'est une citation de Félix Leclerc. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire comment on fait pour développer ce mouvement-là de philanthropie, essayer de mieux de comprendre, non seulement entre la Suisse et le Québec, mais je dirais entre l'Europe et l'Amérique, parce que c'est un peu ça, et comparer les deux systèmes qui sont très différents, effectivement. Il semble se passer pas mal de choses au Québec, comme peut-être aussi une avance par rapport à d'autres pays francophones. Vous avez vécu pas mal de choses dans les médias. Quel enseignement tu tires ou qui peuvent être tirés entre l'expérience du Québec et la Suisse, d'où ta présence ici à Genève?
Oui, ben on commence tout juste. Alors, je n'en suis pas encore aux conclusions, mais sûrement que c'est vrai que l'expérience du Québec, il y a des choses assez intéressantes, comme par exemple l'expérience de la Presse Plus. C'est une expérience extrêmement intéressante. D'ailleurs, Florence Turpot-Desroches est avec nous ici pour présenter justement tantôt le modèle de la Presse Plus, qui est un modèle innovant en matière de modèle d'affaires, innovant en matière de technologie, innovant jusqu'à un certain point en matière de contenu aussi. Donc, on va présenter ici des modèles comme ceux-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on étudiait différents modèles de différents médias suisses et européens d'ailleurs. Et on voit que dans le fond, une grande chose qui ressort dans les deux cas, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de médias ont diversifié leur financement et cette question-là de diversification est extrêmement importante. Il y a, au-delà de ça, cependant, des différences importantes, ne serait-ce que des différences en matière de fiscalité entre le Québec et la Suisse, entre le Canada et la Suisse. Donc, il y a quand même des grosses différences, mais je pense qu'on va pouvoir se comprendre un peu mieux d'une part, mais surtout se contaminer un peu sur nos meilleures pratiques. Oui, ça a été le cas dans le numérique, hein. La transition numérique, elle a été abordée par les médias publics ici en Suisse et au Québec il y a maintenant un certain bout de temps. Quelles stratégies ont été mises en place pour maintenir justement l'engagement du public face à la concurrence des plateformes numériques mondiales? Tu les as citées, les GAMAM, les GAFAM, je ne sais plus comment il faut les appeler d'ailleurs. Oui. Ben écoutez, je trouve que le Québec a été quand même assez innovant, hein. Si on regarde les plateformes québécoises, que ce soit Illico Plus, que ce soit Tout.tv, que ce soit Crave, que ce soit la plupart des plateformes numériques qu'on a sont quand même performantes. Bon, il y a quand même un grand problème de découvrabilité parce qu'il y a beaucoup de plateformes et que les GAFA occupent une très large place des plateformes et ne permettent pas la découvrabilité de nos émissions et n'investissent pas dans nos systèmes Ouais, ça, c'est... au niveau où ils devraient le faire. Alors, il y a tout ça comme problématique. Cela dit, je pense qu'on n'a pas totalement dormi sur l'interrupteur au Québec dans toute cette période-là. Je pense cependant qu'aujourd'hui, il faut absolument que les nouvelles lois qu'on a travaillé à mettre en place soient appliquées, que les GAFA viennent vraiment aider à soutenir nos médias, à soutenir à la fois l'information, à soutenir notre production culturelle. Parce que vous savez que la télé occupe une place extraordinaire dans l'imaginaire des Québécois. C'est un média, absolument, c'est un média extrêmement important qui est au centre de l'activité culturelle des Québécois. C'est extrêmement important. Donc, il faut absolument qu'on réussisse à défendre notre place et qu'on trouve en plus des nouvelles places que sont celles des nouvelles générations qui ont de nouveaux usages et qui consomment la télévision différemment, ou en tout cas qui consomment les images différemment, je vais le dire comme ça. L'élaboration d'une charte pour cadrer le financement, le mécénat, est-ce que c'est la garantie d'arriver à avoir des médias qui fonctionnent en totale autonomie, sans influence? Là, je pense aux événements immanquablement de ce qui se passe chez tes voisins Oui. américains. Est-ce que tu y vois la garantie justement de garder cette liberté d'expression? Ouais, ben, quand on a commencé à parler de ce projet-là, il y a déjà assez longtemps, on n'avait pas imaginé arriver dans un tel bouleversement dans les médias nord-américains, notamment. Et oui, c'est vrai que cette charte de gouvernance-là doit nous permettre de s'assurer qu'il y a toujours, quand il y a de l'investissement, appelons ça des dons philanthropiques, dans un média, s'assurer qu'il y a quand même un mur de Chine entre la rédaction et ceux qui donnent, et que la rédaction est toujours protégée des influences. Alors oui, la charte de gouvernance va servir à ça. Elle va servir aussi aux philanthropes parfois à définir qui ils doivent aider. Parce que c'est beau de dire « je vais aider les médias pour soutenir la démocratie », mais quels sont les médias qui soutiennent la démocratie? Comment on les définit? Comment on s'assure que c'est bien le cas? Comment on est en train de travailler au bien commun? Parce que c'est l'objectif fondamental de tout ça. Et quand on voit que, je crois que c'est l'AFP ou un groupe de presse qui est carrément interdit dans le bureau ovale pour pouvoir poser des questions, on se pose la question, nous, en tant que lecteurs, comme citoyens, pour savoir est-ce qu'on a accès à une véritable information. Je crois que c'était de mémoire la Société de presse, mais, oui. mais en fait, bon, ça touche pas la question de la question de la philanthropie comme telle, hein, ça touche la question dont le pouvoir actuellement présidentiel aux États-Unis traite les médias. Il y a vraiment un enjeu qui est très important, qui dépasse le nôtre maintenant, qui n'est pas le nôtre, mais qui s'inscrit quand même dans cette même inquiétude, appelons ça comme ça, que les médias font face à des difficultés énormes et des médias faibles, ça crée des démocraties faibles et qu'on doit donc travailler à ça pour s'assurer de bâtir des modèles d'affaires médiatiques qui sont importants, de bâtir des rédactions qui ont la liberté de publier ce qu'ils doivent publier. Et ce serait un signe d'une démocratie très vivante. Alors, il faut vraiment y travailler plus que jamais, je pense.
Face aux défis financiers actuels, quelle innovation en matière de financement alternatif, tels que les partenariats publics-privés, les modèles d'abonnement numérique, ont été explorés par les médias au Québec et la comparaison que tu peux faire en Suisse? Est-ce que le mécénat serait l'unique solution ou il y a encore de la place pour des financements différents? Non, il y a de la place pour des financements différents. Encore les médias du Québec ont assez bien innové dans tout ça. Bon, il y a plusieurs sources possibles. D'abord, il y a du financement public, maintenant, qui est parfois temporaire, il faut regarder. Il y a du financement prévu par des nouvelles lois qu'il faut maintenant mettre en application et c'est compliqué. Il y a, oui, possiblement la philanthropie. Il y a encore parfois la publicité. Il y a la gestion des algorithmes, le ciblage publicitaire. Il y a plusieurs choses possibles. Une chose me paraît certaine, c'est que l'avenir des médias va se jouer par une capacité de diversifier ces sources-là et de s'assurer de maintenir l'indépendance de nos salles de rédaction et de nos médias. Tu as quelques minutes de monter sur scène, mais tu as déjà travaillé, vous avez déjà fait des ateliers. Quel regard tu as sur la situation en Suisse, toi, depuis le Québec? On reconnaît très, très bien, d'abord les mêmes difficultés, là, naturellement. C'est ça. Après, il faut voir, parce qu'on est dans un encadrement juridique différent, il y a plusieurs différences, mais les problèmes de fond et les questions de fond sont quand même les mêmes, hein? Et ça, c'est intéressant. Et je pense que, justement, on va se contaminer les uns les autres des bonnes pratiques, je pense, j'espère, et pas des mauvaises pratiques. Et on va surtout apprendre des autres. Et comme je le dis, ça dépasse le Canada et la Suisse. Ce qui nous intéresse, c'est le marché européen, le marché nord-américain. Et je pense qu'on va vraiment pouvoir recueillir des bonnes pratiques et essayer, effectivement, de les répandre comme de bonnes nouvelles pour le monde des médias. Dernière question en forme de petite pique amusante. Tu es un homme de radio, c'est un domaine que tu connais bien. Le podcast québécois nord-américain versus l'Europe, ça c'est un pied de nez que je fais par rapport à nos auditeurs ici en Suisse parce que il se trouve que le marché du podcast commence à décoller en Europe avec la France, l'Angleterre, on n'a pas besoin de les citer. Mais on tarde toujours en Suisse à réaliser qu'il y a un marché. Quel mot tu aurais à partager avec nous? Il y a un vrai marché sur l'écoute du podcast. Et Radio-Canada, exemple, ou même Québécois, ou même la presse maintenant a un podcast dans son truc. Donc, il y a beaucoup de joueurs dans le monde du podcast au Québec. Il est vrai toutefois que le modèle d'affaires du podcast est toujours un modèle compliqué. Et il est difficile de faire lever le modèle. Alors, on s'aperçoit dans l'audio, effectivement, que les podcasts sont écoutés, comme le livre audio qui est écouté moins, mais quand même commence à prendre une place. Mais il reste encore à inventer les modèles d'affaires si on veut que ça ait un avenir. Et là, je pense qu'on a un peu le même défi en Europe et en Amérique là-dessus. Affaire à suivre, comme on pourrait dire. Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu as rencontré l'auteur d'un nouveau livre qui s'intéresse à la ville. Oui, et comme tu le sais, je suis urbaniste de formation. En 92, j'ai terminé mon baccalauréat à l'UQAM en urbanisme. Mais c'est un secret bien caché, ça. C'est un secret bien caché pour quelqu'un qui travaille en numérique depuis 25 ans. Mettons que je ne l'ai pas tellement mis à profit, quoique j'ai travaillé à la Ville de Montréal pendant 2 ans, il y a quelques années. Donc, je retrouve un peu ces amours-là en parlant aujourd'hui avec mon invité qui se nomme Guillaume Metier, qui est professeur doctorant donc à l'Université du Québec à Montréal. Et il a écrit un livre qui s'appelle La ville analogique, justement. Et puis, c'est super intéressant. Moi, j'ai adoré. Puis, je pense que là-dedans, il y a des super bons rappels aussi. Puis, on l'entend dans l'entrevue aussi. Il y a des bons rappels de quand on développe des choses dans le numérique, il ne faut pas oublier l'humain. Il ne faut pas oublier la reconnexion. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est passé à travers une lourde période de pandémie où beaucoup de gens maintenant travaillent de la maison. Donc, c'est de ça, en gros, là, qu'on parle dans l'entrevue. C'est plein de beaux clins d'œil pour nous faire réfléchir. Oui, tout à fait. Bon, comme ton entrevue. Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. À la semaine prochaine. Bye. Guillaume, c'est quoi ton concept de ville analogique? Je pense qu'initialement, j'ai eu l'idée du titre d'abord. Et puis ensuite de ça, le contenu est venu. C'est une espèce de rêve renversé à partir de l'idée d'analogique. Puis ça venait notamment du fait que je pense que l'analogique, c'est la ville analogique, finalement, c'était une façon de dire est plutôt que d'épouser, au fond, la numérisation de notre vie complètement, qui se produit à l'heure actuelle, d'épouser aussi
le déplacement de l'espace public vers le numérique, pourquoi ne pas offrir dans les villes, quand je dis ville, c'est de manière très vaste, mais dans nos milieux de vie, finalement, quand on ferme l'ordinateur, quelque chose, une expérience qui est l'inverse en réalité. Donc, puis là, je pensais au procédé analogique qui est une copie d'un signal original, donc c'est un double, mais je pensais à un double renversé. Alors, tu sais, si les médias sociaux nous offrent un type d'expérience de sociabilité, pourquoi pas penser la ville comme projet, comme étant exactement l'inverse finalement. Moi, j'ai l'impression que l'optimisme pour le numérique tout azimut va diminuer, puis qu'il prendra une place différente dans notre vie, un peu comme, je vais faire un parallèle avec l'histoire de l'urbanisation, mais on dira un jour que habiter juste à côté des usines dans des quartiers ouvriers, comme c'était le cas un peu de manière forcée au 19e siècle. Je pense que j'utilise un peu la blague, mais l'exemple qu'à une époque, on fumait en avion, puis qu'aujourd'hui, ça nous apparaît inconcevable. Je pense que ce qui est spécial aujourd'hui, c'est qu'on ait accepté collectivement de porter sur soi sans arrêt toutes les mauvaises nouvelles du monde en temps réel, qu'on est convoqué à réagir à ça. Et puis, j'ai l'impression que on hésite encore à dire « OK, stop, il faut arrêter, il faut le penser autrement », peut-être parce qu'on a peur de le battre un peu, d'être en retard sur la technologie. Puis les choses bougent tellement rapidement qu'effectivement, on doit s'adapter à l'AI, à plein de choses qui s'en viennent encore. Puis en même temps, je me dis, il me semble qu'à chaque fois qu'on réfléchit aux problèmes du numérique, les solutions qu'on pose, elles restent toujours numériques aussi, elles restent technologiques. Puis c'est là où je me dis, hey, il reste quand même un moment où si on a la possibilité de fermer l'appareil et de le mettre de côté quelques heures, comme effectivement ce que je constate aussi beaucoup de jeunes font de plus en plus, j'ai l'impression que c'est là ça reste un peu le dernier rempart pour résister contre toutes ces choses-là qui s'imposent à nous. En disant non, OK, on ferme pendant des heures. Et j'ai l'impression que l'idée de réfléchir à partir de l'urbanisme ou de la ville dans ce contexte-là, c'est de dire, c'est de plus envisager ça comme une responsabilité individuelle ou un problème de santé publique, mais c'est plutôt de dire, si les milieux de vie qui sont autour de nous sont vraiment intéressants, on va peut-être avoir davantage envie de fermer le téléphone puis d'aller faire autre chose. C'est ça un peu la ville analogique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça devienne plus attrayant, de passer plus de temps ensemble, de se parler, de se rendre compte qu'on n'est pas tous des ennemis les uns envers les autres. Et on peut dire aussi que la pandémie, tu en parles dans le livre également, la pandémie a affecté aussi énormément nos rapports humains pendant la pandémie, mais après, on s'est pour beaucoup retrouvé en télétravail. Oui, c'est ça, je suis d'accord avec le diagnostic. Là, jusqu'à maintenant, je pense que ça a été une double expérience où, d'une part, on a vu que c'était pas banal de se réunir dans une pièce pour échanger. En fait, qu'il se passait plus de choses que simplement un échange d'informations codées en paroles. Mais bon, il y a une présence physique, il y a je sais pas, le charisme, comment traduire ça finalement dans une série de boîtes avec des faces dedans. Ça fonctionne pas très bien, manifestement. Puis par ailleurs, effectivement, on a aussi normalisé le fait comme on le fait en ce moment, là, de connecter autrement, ce qui est très bien aussi, mais j'ai envie de croire qu'on en voit aussi les limites. Et ça peut donner l'impression, c'est un des constats que j'ai fait aussi, disons, dans l'enseignement dans les dernières années, j'ai l'impression que quand quelqu'un vit un problème à distance, cette personne-là a l'impression que le monde entier lui tombe sur la tête, qu'on lui en veut ou que, je sais pas, des cas de plagiat, par exemple. Alors que, comment dire, si les étudiants entre eux ont l'occasion d'échanger, parler, ils vont se rendre compte qu'ils font partie d'un tout, qu'il y a une dynamique qui se passe. Si on peut se rencontrer dans mon bureau, ce que j'essaie de faire dans la mesure du possible, finalement, dans le fil des paroles, on échange quelque chose, puis après, on passe à une autre émotion, puis on peut se rendre compte qu'il y a du respect. Il y a toutes ces choses-là qui étaient paradoxalement
documenté dans la sociologie urbaine depuis les années 40, 50. Il y avait des sociologues comme Goffman, par exemple, qui s'intéressait aux rapports dans l'espace public entre les gens, au code, à la coprésence des corps. Puis là, tout d'un coup, on voit ces choses-là. Enfin, on les redécouvre d'une certaine façon. Il y a un concept qui est intéressant qui a développé il parle d'inattention civique. Il dit que la plupart des contacts dans l'espace public ne sont pas des contacts où on est en train de refaire le monde à philosopher. Ça, c'est une idée un petit peu platonicienne de l'espace public c'est un idéal au jour le jour dans la quotidienneté. On est plutôt indifférents les uns envers les autres. En même temps, ce qui explique, c'est que dans les années 50, c'est qu'il y a toute une série d'attitudes, de comportements qui font en sorte que on reconnaît en fait implicitement le droit d'autrui à occuper l'espace public aussi dans une série de codes que tout le monde connaît, au fond, qui sont très intériorisés, mais c'est ça, mais qui passent par l'évitement, des petits regards, des petites politesses, tout ça. Et ça, je pense est amplifié aujourd'hui par le fait qu'on vit désormais dans l'espace public, mais on est dans des bulles numériques. Et je m'inquiète peut-être d'une distance supplémentaire qui s'est créée dans notre rapport les uns aux autres, ou ne serait-ce que, je vais donner un autre exemple, mais ne serait-ce qu'on peut désormais moduler nos contacts, même à nos proches, par toute une série d'interfaces entre le texto qui annonce l'appel, qui annonce le email, qui annonce ceci. Et tout ça, on peut tellement le moduler que si il s'agirait, par exemple, si je prends mon téléphone puis j'appelle directement quelqu'un, ça va être perçu comme une violence. Enfin, moi, je m'inquiète un peu de ça parce que je me dis, ultimement, la vie sociale, elle reste violente malgré tout. C'est juste, mais on peut pas sans arrêt se cacher puis se défiler là-dedans. Puis j'ai l'impression qu'il y a des gens peut-être plus introvertis qui sont davantage à l'aise dans ce monde-là. Puis je les respecte complètement. Je suis plutôt timide en réalité pour ma part aussi. Mais en même temps, j'ai l'impression que quand on passe le premier moment du contact, puis qu'on se met à parler, ben là, finalement, on règle des choses super rapidement, puis on dénoue des tensions qui ne méritaient pas nécessairement d'être. Mais comment, tu as parlé de Daily Tous les jours, qui est une compagnie qui fait des installations numériques dans la ville, que je trouve intéressante parce que le numérique, dans leur cas, pour ceux qui savent un peu, c'est les balançoires. Ils ont fait des expérimentations aussi, mais il faut aussi savoir que sous la rue, il y a des tonnes de fils, de fibres optiques aussi pour que tout ça fonctionne. La technologie est cachée, mais l'expérientiel ou l'expérience, elle, est en surface. Ce que je trouve intéressant. Et sachant aussi que le numérique, il est inévitable aussi dans ce qu'on vit, mais comment on fait pour le faire autrement que la fameuse ville connectée que Google a essayé de faire, là, où tout était mesuré, où tout était automatisé, mais sans, justement, peut-être, exactement comme tu viens de dire, sans ce retour humain duquel il faut tenir compte dans ces interactions avec la ville. Tu en parles aussi, ça, dans le livre. Oui. Ben, j'aime beaucoup le travail de Daily Tous les jours. Je dirais que de leur propre aveu, elles diront aussi qu'elles font beaucoup de bricolage. En fait, c'est de la technologie, mais un peu... mais c'est pour elles, les deux fondatrices, l'idée, c'est de créer des expériences que les gens entrent en contact, en percussion les uns avec les autres dans l'espace public. Alors, le dispositif, effectivement, il est technologique, mais il offre une expérience qui est tout autre, qui est plutôt le fait de se rencontrer. Donc, je pense que ça, effectivement, le numérique peut le faire. Manifestement, il fait aussi à travers tout un monde de rencontres en ligne que je ne connais pas étant en couple depuis longtemps. Enfin, ça permet des rapprochements aussi. Ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que ça reste des contacts qui sont extrêmement personnalisés, où au fond, on reste mécanisme de rencontre ou auprès je ne sais pas moi, à nos espaces publics actuels, bars ou cafés, dans lesquels finalement, on va que rencontrer des gens qui sont notre d'amis ou notre réseau social, si on veut. Ouais. Et je pense que ça donne pas beaucoup l'occasion, ces paramètres-là, de rencontrer des gens qui ne sont pas exactement paramétrés par rapport à ce qu'on attend d'eux. Ceux et celles qui ont connu dès le départ cette numérisation-là, puis je le vois avec mes filles aussi, ça hâte beaucoup. Et je pense que c'est ça, je pense qu'il y a c'est pas un déchantement de tout ça, mais à terme, on se rend compte que
ça happe, mais c'est pas complètement satisfaisant non plus. On en veut, puis on se tanne un peu, puis on a envie éventuellement de passer à d'autres choses, puis de se retrouver en vrai. Et c'est là où je pense qu'au père de plus vieux, on se dit, mais cette tendance à l'hyperconnexion va qu'augmenter, puis on va se retrouver, comme tu le mentionnes dans le livre, avec des hikikomori au Japon, où ils sont très isolés dans leur petite pellicule. J'ai l'impression que non. Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir une génération qui va sortir intensément, puis la technologie va être quelque chose d'à peu près transparent dans leur vie. Là. C'est ce que j'anticipe aussi, puis c'est ce que le métavers, justement, un peu par rapport à ce que je disais, essaie de trouver une médiane entre les deux, entre une expérience, en proposant une expérience qui s'approche davantage de ce qu'est, entre guillemets, la vie réelle. Moi, je pense que la vie réelle, je remets des guillemets, n'a pas le monopole de la vérité non plus. Hein, on n'est pas, je pense pas qu'on est nécessairement plus soi-même en personne. Je pense qu'il y a un théâtre qui s'organise aussi, comme il y a un théâtre qui s'organise en ligne, comme il y a un théâtre qui s'organise quand on est derrière le volant, puis on haït les gens qui sont à côté de nous. Enfin, ça reste du théâtre malgré tout. C'est juste que ça le module de manière un peu différente, je pense. C'est ça qu'on a tendance à oublier. Puis je pense que la capacité de passer d'un type d'échange, d'un type de sociabilité à un autre, nous permet de prendre une distance critique par rapport à tout ça. Je parlais avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui est dans le milieu culturel puis qui est un peu au centre de polémique. Puis on en parlait, puis les deux, on a des enfants, puis il me dit, je trouve ça bien parce que ma fille sait mieux que moi comment manœuvrer dans ces univers-là, puis elle sait comment pas se mettre un pied dans la bouche. Puis moi, je lui disais en retour, je dis, moi, je trouve ça un peu triste, en fait, qu'elle ait rapidement appris comment se conformer, puis comment dire les bonnes choses. Non pas parce que j'ai envie que se déploient des paroles haineuses ou quoi que ce soit, mais c'est juste, je pense que s'amender, se tromper, se modifier sa pensée, construire un avion en plein vol, je pense que ça fait partie de l'évolution intellectuelle aussi, puis émotive, propre à la vie, puis je voudrais pas voir ça disparaître chez mes enfants. J'ai envie qu'ils se trompent comme on se trompe à tous les jours. C'est une très belle conclusion à notre conversation, Guillaume. Merci vraiment beaucoup pour ton temps aujourd'hui. C'était super agréable. Merci beaucoup pour l'invitation. Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un gros merci à nos invités, merci à mes collègues Jérôme Colombin, Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Et puis sinon, lundi, si vous avez pris la bonne habitude d'écouter 120 secondes de tech au quotidien. Au revoir, portez-vous bien.